y a une vérité inconfortable que la plupart préfèrent ne pas accepter: le silence d'une femme n'est jamais le fruit du hasard. C'est une décision si calculée qu'elle a souvent plus de poids que n'importe quel mot. Beaucoup d'hommes, face à ce mur invisible, se précipitent dans l'abîme de l'anxiété, confondent l'absence de réponse avec un vide personnel et finissent par perdre le contrôle, le respect et même leur propre équilibre. Mais ce que presque personne ne te dit, c'est que ce silence est un message aussi clair qu'un avertissement. C'est ici que se mesure ton caractère. Le silence est un outil de pouvoir, un filtre psychologique qui sépare celui qui maîtrise son esprit de celui qui se rend à ses impulsions. Quand une femme choisit de se taire, elle met en marche un mécanisme qui révèle, sans pitié, ta véritable nature. Il y a ceux qui l'interprètent comme un désintérêt ou une punition, mais le véritable sens est souvent beaucoup plus complexe. C'est un test, une stratégie, une invitation à observer avant d'agir. Chaque réaction désespérée, chaque message répété est une fracture dans ta dignité, un coup psychologique que tu paies cher. Quelle est la différence entre un homme fort et un homme faible? Le premier comprend que l'autocontrôle est la base de tout respect. Le silence n'est pas un vide, c'est le terrain où se forgent, où se brisent les volontés. Si tu n'apprends pas à rester calme sous pression, tu deviens prisonnier de tes propres impulsions. La discipline dans l'incertitude est ce qui sépare les hommes de ceux qui semblent seulement l'être. 1. Reconnaître le silence comme un message actif. Tu es assis devant ton téléphone et tu vérifies l'écran pour la 5e fois en 10 minutes. Le message d'hier est toujours en vue, sans réponse. Il n'y a pas de nouvelles notifications, pas de point bleu, pas de traces d'activité. Tu ressens l'envie d'écrire à nouveau, de demander si tout va bien, de chercher une réaction. Mais tu t'arrêtes, même si l'anxiété ne te lâche pas. Voici où apparaît l'auto-illusion. Tu te répètes qu'il ne l'a peut-être pas vu, qu'il est occupé, qu'il y a sûrement une raison innocente derrière ce silence. Mais la réalité est beaucoup plus simple et plus dure que ce que tu veux admettre. Le silence est le message. Il n'y a pas d'erreur, pas d'oubli. Il y a une intention claire dans chaque seconde sans réponse. L'ignorer est une faiblesse, et la faiblesse a un prix que tu paies toujours cher. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège enfantin de chercher des explications externes, de croire que le silence est accidentel ou qu'un bonhomme doit insister pour prouver son intérêt. On parle beaucoup de communication, mais presque personne ne te prépare à la leçon la plus inconfortable. Quand une femme choisit de se taire, elle dit quelque chose de plus fort que n'importe quel mot. Le silence est un outil qui met à l'épreuve le caractère et la dignité. Si tu réponds avec anxiété, si tu tombes dans le désespoir d'insister, de demander, de remplir le vide avec des mots inutiles, tu montres simplement des manques qu'elle soupçonnait déjà. Le respect ne se gagne pas en suppliant d'attention ni en réagissant comme un enfant qui ne supporte pas l'attente. Le respect se construit dans la réaction que tu choisis quand tu es mis à l'épreuve dans le silence. Beaucoup se demandent si le silence est un signe de désintérêt ou de manipulation, mais cette question est presque irrélevante. Le fait est que le silence est une manière de contrôler la dynamique. Tu ne reçois rien, tu reçois une dose concentrée d'incertitude, une invitation à perdre le contrôle et à montrer ce que tu es vraiment quand tu n'as pas de garantie. C'est ici que se séparent ceux qui ont du caractère de ceux qui ne répètent que des phrases vides sur l'estime de soi. Le silence n'est pas vide, c'est une pression. Et sous pression, tu plies ou tu tiens bon. Il n'y a pas de juste milieu. Celui qui apprend à supporter cette pression sans perdre son axe, celui qui comprend que sa valeur ne dépend pas d'une réponse immédiate, devient immunisé au jeu de pouvoir. Celui qui réagit avec peur, avec empressement, avec l'urgence de quelqu'un qui ne se supporte pas lui-même, perd le respect de l'autre, et ce qui est plus grave, perd le respect de soi. La plupart des gens ne supportent pas de reconnaître cela, parce que cela implique d'admettre que ta réaction en dit plus sur toi que n'importe quel discours joli. On t'a vendu l'idée qu'insister est un signe d'intérêt, et que céder est perdre la bataille, mais c'est une distorsion dangereuse. Ce qui te laisse vraiment sans valeur, c'est l'incapacité de supporter le silence sans te trahir. Plus tu cours après une réponse, plus tu montres que tu n'es pas capable de porter ton propre poids émotionnel. Le plus ironique, c'est que plus tu insistes, moins tu gagnes.
Le silence d'une femme n'est pas un vide, c'est un filtre. Il filtre ta patience, ton autocontrôle et ton besoin de validation externe. Celui qui le comprend grandit. Celui qui ne le comprend pas s'épuise. Tu n'es pas un mendiant émotionnel. Tu n'as pas besoin de supplier d'attention, ni de remplir des espaces avec de l'anxiété. La discipline est ton bouclier, le calme, ta déclaration de pouvoir. Si tu ne peux pas supporter le silence, tu n'es pas prêt pour le respect. Celui qui maîtrise sa réaction face au silence, maîtrise la dynamique. Le silence est un message, et ta réaction est ta réponse. Il n'y a pas plus. 2. Ne considère pas le silence comme un rejet personnel. Il y a un point que presque personne n'avoue à voix haute, le silence des autres fait mal parce que nous le ressentons comme un jugement personnel. C'est inconfortable de l'admettre. Tu sens ta poitrine se serrer et ton esprit tourner en rond, passant en revue chaque mot échangé, chaque emoji, chaque pause dans la conversation. Tu t'observes en attendant un signe sur l'écran, remarquant comment l'air pèse plus lourd, comment la pièce devient plus petite. La honte apparaît dans des détails minuscules, le doigt qui hésite avant de déverrouiller le téléphone à nouveau, la posture courbée sur la table, le pouls qui s'accélère dès que tu vois une notification qui s'avère ne pas être d'elle. L'esprit devient une sorte de machine à fabriquer des explications et au fond tout tourne autour du même axe, qu'est-ce que j'ai mal fait ? C'est brutal de voir comment ton cerveau transforme le silence de l'autre en une accusation directe contre ta valeur, ton attrait, ta capacité à être suffisant. Mais c'est ici que commence le véritable travail, identifier que cette réaction n'est pas objective, mais un reflet déformé. Tu interprètes le silence comme un rejet personnel, parce que c'est ainsi que l'on t'a conditionné depuis petit, on t'a habitué à mesurer ta valeur par les réponses extérieures, par la validation immédiate, par la réaction de l'autre. Ici, le piège est tendu. Si chaque fois que quelqu'un garde le silence, tu remplis cet espace de critique personnelle, tu finis par porter un poids qui ne t'appartient pas. C'est un mécanisme appris, transformer l'absence de mots en une sorte de condamnation invisible. Tu le ressens dans le regard que tu baisses quand quelqu'un t'évite, dans la boule dans la gorge lorsque la conversation s'éteint, dans la façon dont tu ajustes tes vêtements ou ton ton de voix en cherchant à corriger un défaut imaginaire. Ce filtre mental déforme la réalité et t'enferme dans un cycle d'insécurité. Observe le geste le plus simple, le téléphone sur la table, vibrant une fois et ramenant le calme quand ce n'est pas le message que tu attendais. Cela ressemble à une dette qui s'accumule, une attente qui n'est pas honorée. Mais la vérité est que le silence, l'absence de réponse, en dit beaucoup moins sur toi que tu ne le crois, et beaucoup plus sur l'autre personne, sur son moment, ses priorités, sa façon de gérer la communication. Tu ne peux pas contrôler ce que quelqu'un décide de l'autre côté de l'écran, ni forcer un sens là où il n'y a pas de mots. Si tu transformes chaque silence en un miroir qui ne reflète que des défauts, tu te retrouveras piégé dans une prison sans barreaux, mais avec des murs qui se ferment un peu plus chaque jour. L'interprétation obsessive est une fracture dans le caractère, un signe clair que tu dois entraîner ta capacité à supporter l'ambiguïté sans te détruire de l'intérieur. La clé est de cesser de faire du silence un examen obligatoire que tu dois réussir. Tu n'es pas le centre de chaque décision des autres, chaque geste, chaque omission n'est pas une évaluation de ta valeur. L'autocontrôle commence lorsque tu es capable de regarder le téléphone, d'observer l'absence de réponse et de ne pas te sentir moins pour cela. Le respect de soi est la capacité de te tenir ferme, même si tu ne reçois pas de confirmation immédiate de ton importance. Voici une phrase à ne pas oublier, le silence des autres ne définit pas ta valeur. Et une autre, tout aussi simple, la réponse qui compte est la tienne, pas celle des autres. Apprends à distinguer entre ce que tu contrôles et ce que tu imagines seulement contrôler. Si tu assumes chaque silence comme un rejet personnel, tu te prives de pouvoir avant même que l'autre personne ne dise un seul mot. La maturité émotionnelle se manifeste dans la façon dont tu supportes ces moments inconfortables sans perdre l'équilibre. Tu n'es pas moins parce que quelqu'un ne répond pas. Tu es fort parce que tu choisis de ne pas t'agenouiller devant ce que tu ne peux pas contrôler.
C'est la différence entre vivre en fonction du jugement des autres et vivre dans la dignité de soi. La réaction que tu choisis face au silence est celle qui construit ou détruit ton respect de soi. Ne laisse pas l'absence de mots te voler la voix intérieure qui te soutient. 3. Réponds calmement, pas avec urgence. L'urgence est l'ennemi de ton respect de soi. Si jamais tu es tombé dans le piège de répondre à un silence avec précipitation, tu sais de quoi je parle, chaque message envoyé sous l'effet de l'anxiété est une confession involontaire de faiblesse. Analysons le mécanisme. Lorsque tu ressens la pression de l'incertitude, ton premier réflexe est de chercher un soulagement immédiat. C'est un réflexe conditionné, presque automatique, qui surgit de l'inconfort de ne pas contrôler le résultat. L'esprit cherche à clore le cycle, à résoudre la tension, à obtenir une réaction qui te redonne l'illusion de maîtrise sur la situation. Mais cet élan ne sert qu'à court terme, et à long terme, c'est du poison. Car chaque fois que tu cèdes à l'urgence, tu renforces l'idée que ta stabilité dépend de ce que fait ou dit l'autre personne. Tu perds le contrôle sur toi-même en échange d'une gratification qui arrive presque jamais. Répondre calmement n'est ni de la passivité ni de l'indifférence, c'est une stratégie délibérée. C'est comprendre que la véritable force réside dans le choix de ta réaction, pas dans le fait de te laisser emporter par la soif d'attention. L'urgence révèle un manque, le calme montre de la discipline. Lorsque tu agis dans la précipitation, tout ton langage verbal, écrit et corporel transmet de l'inquiétude. Peu importe les mots que tu utilises, le message sous-jacent est toujours le même: je ne supporte pas l'attente. J'ai besoin d'une réponse pour me sentir bien. Et ce message, même si tu ne le dis pas à voix haute, se filtre et se perçoit. C'est une fissure dans l'armure. C'est pourquoi l'autocontrôle est le critère par lequel on t'évalue, même si cela n'est jamais mentionné explicitement. Regarde le processus avec clarté. Chaque silence te confronte à une bifurcation interne, réagir ou répondre. Réagir est automatique, impulsif et presque toujours contre-productif. Répondre est un acte conscient, une décision prise après avoir analysé si cette réponse te valorise ou te rabaisse. Voici le point clé: si chaque fois que tu ressens de l'anxiété, tu cours chercher un soulagement externe, tu entraînes ton esprit à être esclave de la situation. En revanche, si tu supportes le poids du silence, si tu le regardes en face et choisis de ne pas bouger jusqu'à avoir une raison réelle, tu renforces ton indépendance émotionnelle. Le calme n'est pas de l'inertie, c'est du pouvoir à l'état pur. Celui qui contrôle sa réaction, contrôle la dynamique. Gravez cela dans ta mémoire. L'homme qui répond calmement filtre ses mots et ses actions. Il n'écrit pas de messages inutiles. Il ne cherche pas à combler des vides avec des questions évidentes. Il laisse le temps décanter la situation et en attendant, investit son énergie à maintenir son centre. Le calme et sélectivité, tu choisis quand et comment répondre, et c'est une déclaration silencieuse que ta valeur ne fluctue pas avec l'attention des autres. L'urgence, en revanche, est un coup émotionnel que tu ne récupères jamais. Chaque fois que tu tombes dans ce cycle, tu perds une partie de ton intégrité, et l'autre personne le perçoit même si elle ne le dit jamais. Il y a une loi dans les relations que presque personne ne discute, mais qui opère avec une précision implacable: celui qui a le moins besoin est celui qui contrôle le plus. Si tu deviens accro à la réponse immédiate, tu deviens otage de la situation et ta capacité d'influence se dilue. Ne confonds pas calme avec froideur. Il ne s'agit pas de geler tes émotions, mais de les gouverner. La réponse posée provient d'une évaluation interne. Est-ce que cela m'apporte ou me retire quelque chose? Est-ce que je réagis à ma peur ou est-ce que je réponds selon mon jugement? C'est la différence entre un homme entraîné et un homme qui vit à la merci de chaque stimulus. Le calme est un entraînement, pas un don naturel. C'est le résultat de la résistance à l'impulsion, de la capacité à supporter le poids de l'incertitude sans plier. Le calme est ton meilleur investissement. L'urgence, ta pire dette. Pratique cela lorsque tu ressens la pression, compte jusqu'à 10, respire et demande-toi si répondre maintenant changera quelque chose de réel. Si la réponse est non, choisis le silence. Laisse la discipline être la base de tes décisions. Ainsi, peu à peu, le silence de l'autre cesse d'être une menace et devient une opportunité de consolider ta valeur.
Car au final, l'urgence est un signe d'insécurité, le calme, une preuve de respect de soi. Ne cède pas de terrain par anxiété. Celui qui maîtrise la pause, maîtrise le dénouement. 4. Maintiens ta dignité face à l'incertitude. Que tu souhaites l'accepter ou non, l'incertitude est le véritable examen de ta dignité. Il n'y a pas pire ennemi pour le respect de soi que le désir de forcer des réponses lorsque la vie ou une personne décide de te laisser sans certitude. Ici, peu importe combien tu t'efforces de garder une apparence calme à l'extérieur, ce qui compte, c'est ce qui se passe dans cet espace invisible où se croisent tes attentes et ta peur du vide. Le silence, l'attente, le doute, tout cela devient une loupe qui expose qui tu es lorsque tu n'as pas le contrôle. L'homme qui ne supporte pas l'incertitude finit par céder, et chaque fois qu'il le fait, il laisse une partie de sa dignité entre les mains des autres, comme si la valeur personnelle était une monnaie que d'autres peuvent dépenser à leur guise. La première chose que tu dois reconnaître, c'est que l'esprit humain déteste l'ambiguïté. Il y a une compulsion presque biologique à clore des cycles, à obtenir des réponses, à transformer l'inconnu en quelque chose de gérable. Mais cette urgence est, en réalité, un mécanisme de défense primitif, pas un signe de maturité. Celui qui cherche des certitudes à tout prix s'expose souvent trop, offrant sa tranquillité en échange de miettes de validation. C'est ainsi qu'émerge le cycle de la dépendance émotionnelle. Chaque silence des autres devient une dette émotionnelle que tu essaies de régler avec de l'anxiété, des justifications, des gestes inutiles. Et c'est là que tu perds ta souveraineté sur toi-même. Lorsque tu permets à l'incertitude de dicter tes mouvements, tu te mets dans la position la plus vulnérable possible, celle de celui qui implore une clarté qui ne dépend pas de lui. Mais il existe une autre façon de vivre ce processus. L'incertitude peut être le meilleur terrain pour entraîner ta dignité, si tu as le courage de résister aux premières impulsions. Au lieu d'interpréter chaque silence comme une attaque personnelle ou un signal d'alarme, tu peux utiliser cet espace pour observer tes propres mécanismes internes. Pourquoi l'attente t'affecte-t-elle tant ? Quelle histoire te racontes-tu chaque fois que tu ne reçois pas de réponse ? Depuis quand associes-tu la valeur personnelle à la réaction immédiate des autres ? Ces questions ne sont pas confortables, mais elles sont nécessaires. Parce que la vérité est simple, la dignité ne se prouve pas lorsque tout est clair, mais dans la façon dont tu maintiens ton intégrité lorsque tout est ambigu. Ta valeur se mesure à ce que tu supportes sans te perdre. Maintenir la dignité face à l'incertitude implique, avant tout, un changement de perspective. Il ne s'agit pas de faire semblant que cela ne t'importe pas, ni de te durcir jusqu'à devenir indifférent. Il s'agit d'accepter que tu n'as pas le contrôle sur la volonté des autres, et que la réaction la plus puissante est celle que tu choisis calmement, pas celle qui surgit de la désespérance. L'incertitude n'est pas une condamnation, c'est une opportunité de renforcer ton centre. Chaque fois que tu résistes à l'impulsion de chercher des certitudes externes, tu renforces l'idée que ton identité ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas. C'est un entraînement difficile, mais nécessaire. Parce que si tu es fort seulement lorsque tu as des garanties, ta force est une illusion. Dans la pratique, cela signifie apprendre à observer tes réactions sans les laisser te dominer. Lorsque tu ressens le besoin de forcer une réponse, arrête-toi. Reconnais cette impulsion pour ce qu'il est, un signe que tu dois renforcer ton autonomie émotionnelle. Personne ne gagne du respect en quémandant des explications. Personne ne construit de dignité en cédant à l'anxiété de l'incertitude. Il y a un principe que tu dois te rappeler, le calme sous pression et le respect de soi en action. Chaque fois que tu choisis de ne pas réagir par peur de l'incertain, tu cimentes un peu plus ce respect. Il ne s'agit pas de résignation, mais de discipline intérieure. La véritable liberté est de supporter l'ambiguïté sans te trahir. Alors la prochaine fois que tu fais face au silence, à l'attente ou au doute, regarde-les en face et concentre-toi sur la seule chose que tu peux contrôler, ta réaction. La dignité n'est pas un ornement, c'est une posture intérieure qui se forge à chaque moment d'incertitude. Entraîne-la. Fais de l'attente un espace de croissance, pas de défaite. Reste ferme. Parce qu'à la fin, seuls ceux qui résistent à la tentation de se perdre dans l'incertitude méritent le respect qu'ils recherchent.
5. Ne poursuis pas quand la distance est intentionnelle. Il y a ceux qui agissent comme si la distance d'autrui était une corde raide que l'on peut tendre à volonté, croyant qu'il suffit de faire un pas de plus pour réduire l'espace que quelqu'un a décidé de mettre. Mais la réalité est que cette corde, ce n'est pas toi qui la tiens. Et quand l'autre personne lâche son extrémité, tu te retrouves par terre, payant le prix de ne pas comprendre le signal. La distance intentionnelle n'est pas seulement un geste physique ou numérique, c'est une frontière mentale qui est mise en place pour clarifier une limite et poursuivre celui qui la marque est l'erreur la plus coûteuse que tu puisses commettre. Beaucoup se trompent, déguisant leur insistance en romantisme ou en loyauté, alors qu'en réalité, ce qu'ils font, c'est démasquer une dépendance émotionnelle qui fait peur et rabaisse. Il n'y a pas de dignité à courir après celui qui s'éloigne délibérément, il y a de l'urgence, il y a de l'anxiété, et surtout il y a une confession silencieuse que ta valeur dépend de la validation des autres. C'est ce qui te rend faible. L'homme qui ne tolère pas la distance intentionnelle est le même qui n'a jamais appris à se soutenir avec son propre poids émotionnel. Il pense qu'insister le fera paraître courageux, alors que ce qu'il projette, c'est un manque de discernement. Tu poursuis ce qui s'éloigne, et chaque pas que tu fais renforce la perception que tu n'as pas d'autre choix. Crois-tu vraiment que quelqu'un va te respecter quand tu te montres incapable de respecter l'espace qui t'est imposé ? Tu n'es pas un enfant qui pleure pour un jouet, tu es un adulte qui devrait comprendre le coût de sa réaction. Il y a une loi simple, celui qui poursuit se rabaisse. Il n'y a pas d'autre option. C'est inconfortable de l'admettre, car cela déconstruit la justification interne que persister est un signe d'intérêt. Non, insister est un signe de besoin, et le besoin n'attire jamais le respect, il l'éloigne seulement. Ici, il n'y a pas de place pour les demi-mesures. La distance intentionnelle, ce silence qui n'est ni oubli ni négligence, mais une décision consciente, est un message qui exige une lecture adulte. Si tu choisis d'ignorer ce message, tu ne montres pas seulement de la faiblesse, tu perds aussi le contrôle de la narration de ta vie. Chaque fois que tu te lances à la recherche de validation, tu remets ton pouvoir sur un plateau. C'est douloureux, mais nécessaire de le reconnaître. La dignité se mesure à la capacité d'accepter la distance sans poursuivre. N'insiste pas, n'explique pas, ne justifie pas. Celui qui marque la distance te montre sa limite, et c'est à toi de choisir si tu la respectes ou si tu t'humilies. L'autocontrôle n'est pas une option, c'est une obligation pour ceux qui veulent être pris au sérieux. Beaucoup justifient la poursuite avec des phrases comme « je ne veux pas que mon intérêt soit mal interprété », ou peut-être qu'il a besoin d'un signal supplémentaire. Ces excuses sont le masque de l'insécurité. Si tu dois convaincre quelqu'un de ta valeur, tu as déjà perdu la partie. La distance intentionnelle est la preuve la plus claire que ton rôle à ce moment-là est de maintenir ta position, pas d'avancer. Peu importe la raison que l'autre personne a, sa décision de s'éloigner n'est pas une invitation à négocier, c'est une déclaration de priorité. Si tu ne comprends pas cela, tu te condamnes à répéter le cycle de frustration et de perte de respect. Ne poursuis pas ce qui s'éloigne délibérément. Grave-le dans ta tête. Le respect de soi se construit dans ces instants inconfortables où le silence et la distance tendent chaque fibre de ta patience. Si tu cèdes à la tentation de chercher, de justifier, d'insister, tu révèles seulement que tu n'as pas le contrôle de toi-même. Et personne ne respecte celui qui ne peut pas contrôler ses impulsions. La discipline est la frontière entre le désir et la dignité. Chaque fois que tu choisis de ne pas poursuivre, tu renforces un mur invisible autour de ta valeur, et ce mur est la véritable garantie de respect, tant pour soi-même que pour les autres. Tu peux te tromper avec des excuses, tu peux déguiser l'anxiété en intérêt, mais la réalité est obstinée. La distance intentionnelle se respecte ou se paie. Décide de quel côté tu veux être. 6. Observe avant de réagir impulsivement. Tu vois le reflet pâle de l'écran illuminant ton visage, tandis que la conversation se fige sur le dernier message. Et à cet instant, l'air semble plus dense, les sons autour de toi s'éteignent, et la seule chose qui existe est cette pause inconfortable. Tu regardes le curseur clignoter dans le chat, tu hésites à écrire une autre ligne, à envoyer une photo ou à chercher un mème qui peut-être briserait la glace. Mais quelque chose dans ton ventre se tend, tu reconnais cet élan, cette urgence d'agir sans réfléchir,
de combler le vide par n'importe quel geste. Ton doigt abaisse lentement le téléphone sur la table, les yeux se fixent sur le bois, et le corps reste une seconde de plus, figé, comme si ce silence avait un poids physique. Ce n'est pas seulement le téléphone, tu le vois dans la façon dont tu te lèves de la chaise, dans la courte marche à travers la pièce, dans la manière dont tu cherches n'importe quelle tâche pour te distraire du non-message. C'est la scène réelle, le muscle de la réaction prêt à se déclencher, le cerveau luttant pour un soulagement immédiat. C'est ici que la plupart échouent, parce que personne ne t'apprend à tolérer l'espace entre le stimulus et la réaction. Nous vivons entourés de réponses rapides, de notifications instantanées, de l'illusion que tout doit se résoudre en quelques secondes, et quand il te faut attendre, l'inconfort brûle. Le corps traduit l'anxiété par des gestes, des doigts qui tambourinent sur la table, la respiration qui s'accélère à peine le téléphone vibre, le geste de vérifier 2 fois si le message a bien été envoyé. Chaque micro-mouvement est une confession, tu ne supportes pas la pause, tu veux sauter directement à l'action. Mais là est l'erreur, réagir avant d'observer, bouger sans comprendre ce qui se passe réellement. Le piège est subtil. Tu crois qu'en agissant rapidement, tu as le contrôle, mais en réalité, tu laisses simplement la situation te contrôler. Observer avant de réagir est un entraînement, pas une préférence. C'est la décision de maintenir le regard sur le fait concret, d'examiner la scène sans chercher un soulagement immédiat. Regarde l'écran éteint, écoute le silence, sens l'inconfort dans ta poitrine et ne fais rien pendant un moment. Cet espace est ton terrain d'entraînement. Ici se définit ton caractère dans la capacité de regarder l'impulsion d'écrire et de ne pas céder, de reconnaître la pression et de ne pas la transformer en une réaction automatique. Celui qui observe avant d'agir se fait le cadeau de la perspective. Parce que lorsque tu es capable de voir la scène complète, ton anxiété, ton désir de réponse, la véritable raison derrière cet élan, tu peux filtrer le bruit et choisir depuis la raison, pas depuis la fin de validation. L'autocontrôle commence dans le visuel, dans le tangible, observe ton propre corps, note la tension dans tes mains, la posture voûtée, le soupir qui s'échappe avant l'heure. Ce que tu vois en toi est la matière première pour le respect de soi. Si tu agis sans regarder, tu deviens esclave de la réaction. Si tu observes avant de bouger, tu reprends le contrôle. Voici une phrase que tu dois tatouer dans ta mémoire. Celui qui observe commande, celui qui réagit obéit. Le silence de l'autre personne ne te rend pas faible. Ce qui te rend faible, c'est de ne pas savoir attendre, de ne pas tolérer l'analyse avant le mouvement. La maturité ne réside pas dans la rapidité de la réponse, mais dans la qualité de la réaction. Alors la prochaine fois que tu ressentiras l'élan de briser le silence par une action impulsive, arrête-toi. Regarde la scène entière, l'écran, ton corps, tes émotions. Respire et accorde-toi le luxe de choisir. Ne te précipite pas juste pour soulager l'inconfort. Le véritable pouvoir réside dans la pause, dans l'observation du jeu avant de déplacer la pièce. Au final, la réaction irréfléchie est le prix que tu payes pour ne pas supporter l'attente. L'observation consciente, en revanche, est l'investissement qui multiplie ton respect. Fais de la pause ton allié, parce que celui qui maîtrise le moment entre l'impulsion et l'action, maîtrise le respect de soi. Sept, la patience renforce ta position. Peu de choses sont aussi difficiles à admettre que cela, derrière l'empressement à obtenir une réponse, derrière cet élan presque physique qui te pousse à rompre le silence avec un message de plus. Ce qu'il y a réellement, c'est une incapacité à tolérer le vide. C'est inconfortable de le reconnaître, car cela implique d'accepter que la patience est un muscle atrophié chez de nombreux hommes. Ce n'est pas que tu ne sais pas attendre, c'est que tu n'as jamais appris à attendre sans perdre ta contenance. Quand une femme garde le silence, le premier instinct est d'interpréter ce silence comme une menace, une provocation personnelle qui exige une réaction. Mais la vérité est beaucoup plus simple et en même temps plus crue. La patience est la seule ressource qui renforce ta position dans toute dynamique où le silence est le protagoniste. Chaque seconde que tu supportes sans bouger, sans céder à l'impulsion, est une déclaration silencieuse que ton axe n'est pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Si tu analyses le mécanisme psychologique, tu te rends compte que l'impatience n'est pas seulement une réaction au vide,
c'est une façon d'essayer de contrôler l'incontrôlable. Tu veux forcer des réponses, raccourcir l'attente, parce que tu confonds rapidité avec pouvoir, comme si l'immédiateté d'une réaction garantissait respect ou validation. C'est un piège. La patience, en revanche, te place au-dessus de la situation car elle inverse la charge. Ce n'est plus toi qui poursuis un signe, mais celui qui décide quand et comment agir. Celui qui attend sans anxiété, celui qui résiste à la pression interne de faire quelque chose juste pour se calmer, montre discipline et maîtrise de soi. La patience est la force invisible qui soutient ta valeur lorsque l'environnement semble exiger désespoir. C'est pourquoi celui qui maîtrise l'attente ne se rabaisse jamais à l'urgence. L'urgence révèle une fracture, la patience démontre une hiérarchie. Beaucoup ne comprennent pas que la patience est stratégique, pas passive. Cela ne signifie pas se résigner ni abandonner, mais gérer le temps et l'énergie de manière à toujours être celui qui définit ses mouvements. Si tu cèdes à l'urgence, tu remets le contrôle, et cette remise est la racine de la perte de respect. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu confirmes que ton équilibre dépend du stimulus externe. C'est comme si chaque silence d'autrui mettait en lumière ta propre carence. En revanche, la patience te permet d'observer, de filtrer, de décider. Tu ne réponds pas par réflexe, mais parce que tu as évalué si cette réponse t'ajoute ou te retire. Et cela, même si cela n'est pas dit à voix haute, est perçu. Le calme prolongé dérange celui qui s'attendait à te voir perdre le contrôle, et c'est là que tu inverses la pression, l'anxiété change de côté. La patience est aussi une économie d'énergie émotionnelle. Plus tu entraînes ta capacité à attendre, moins tu t'épuises en justifications, explications ou poursuites inutiles. Tu n'as pas à prouver ta valeur à chaque instant car ta simple présence tranquille est un signe de solidité. La plupart des erreurs qui détruisent le respect de soi surviennent par incapacité à supporter la pause, par le fait de remplir l'espace avec des gestes inutiles. Si tu comprends cela, tu deviens sélectif, tu choisis tes batailles, tes mots, tes mouvements. Celui qui sait attendre filtre ce qui est important de ce qui n'est qu'un piège émotionnel. La patience est un pouvoir accumulé. Cette phrase doit toujours être présente dans ta façon d'agir. Au fond, la patience est la plus grande manifestation de respect de soi, car elle implique de faire confiance à ta valeur au-delà de la réaction d'autrui. Tu ne te définis pas par la rapidité avec laquelle quelqu'un répond, mais par la fermeté avec laquelle tu maintiens ta position. Plus tu tolères le silence sans perdre ton axe, plus ton autorité personnelle grandit. Le respect ne s'exige pas, il s'inspire de la stabilité sous pression. La patience te protège de la manipulation, te donne le temps de voir le véritable mouvement de l'autre et surtout t'éloigne du désespoir qui affaiblit tant de gens. Au final, seul celui qui a de la patience a la position la plus forte. L'attente consciente est ton meilleur coup. N'oublie pas cela. 8. L'autocontrôle révèle votre véritable caractère. L'autocontrôle est la radiographie de votre véritable caractère. Ce n'est pas ce que vous dites, ni ce que vous montrez quand tout va bien, mais ce que vous êtes lorsque le silence s'étire et que personne ne vous observe. Là, dans cet intervalle inconfortable, où votre esprit cherche des excuses et où votre fierté exige une réaction, se révèle la structure interne que vous avez construite avec chaque décision passée. Le silence d'une femme, avec tout son poids d'incertitude et d'attente, n'est pas seulement une situation externe, c'est un miroir spécifique qui vous oblige à affronter la qualité de vos impulsions, la solidité de vos convictions et surtout l'authenticité de votre respect de soi. Lorsque personne ne répond, lorsque la validation se retire et que la pression augmente, votre réaction dévoile ce que vous êtes réellement, pas ce que vous aimeriez croire. La plupart des hommes ne supportent pas cet examen car ils découvrent qu'ils ont construit leur identité sur des réactions automatiques, sur le besoin de se sentir approuvé à chaque étape. L'autocontrôle n'est pas seulement attendre, c'est l'art de gouverner la conversation interne qui crie pour agir, pour se justifier, pour se défendre face à une absence qui semble personnelle. Ici, la psychologie est brutale. Votre esprit recourt à de vieilles croyances, à des blessures non cicatrisées, à des schémas infantiles qui vous ont entraîné à chercher un soulagement immédiat. Le silence n'a pas de pitié, car il révèle exactement où il vous manque de maturité. La ligne entre un homme qui maîtrise ses émotions et un homme qui leur obéit se trace juste là,
au moment où vous décidez si vous cédez à la pression ou si vous la maintenez jusqu'à ce qu'elle perde de sa force. L'autocontrôle est inconfortable car il exige une honnêteté radicale. Vous ne pouvez pas vous cacher derrière des excuses ni blâmer l'autre pour votre réaction. Si vous vous surprenez à vérifier votre téléphone chaque minute, si vous sentez que votre valeur dépend d'une réponse qui ne vient pas, si votre esprit commence à fabriquer des hypothèses pour protéger votre ego, c'est que vous n'avez pas encore entraîné ce muscle interne qui sépare le désir de l'action. Celui qui maîtrise sa réaction n'est ni froid ni indifférent, il a simplement appris à regarder en face l'inconfort sans céder aux premières impulsions. C'est cela le caractère, la capacité de rester ferme lorsque la situation invite à perdre le contrôle. L'autocontrôle est le respect de soi à vif. Il n'y a pas de raccourci plus court vers la dignité. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, chaque fois que vous permettez au silence de passer sans le transformer en déclencheur, vous gravez une marque invisible dans votre caractère. Votre force ne se mesure pas à la rapidité avec laquelle vous répondez, mais à la qualité de la pause que vous choisissez avant d'agir. Le respect des autres se construit sur ce fondement, la preuve que vous pouvez gérer la pression interne sans devenir esclave de ce que les autres décident. Celui qui se contrôle inspire confiance et surtout devient quelqu'un de difficile à manipuler. Si votre humeur fluctue avec chaque message reçu ou ignoré, votre identité reste hypothéquée à la volonté d'autrui. Celui qui se maîtrise ne se vend pas. Le véritable pouvoir de l'autocontrôle est qu'il protège non seulement votre dignité dans les moments d'incertitude, mais transforme également la façon dont vous vous percevez. Vous apprenez à faire confiance à votre propre jugement, à distinguer entre ce que vous méritez et ce que vous recherchez seulement par anxiété. L'autocontrôle est le filtre qui sépare la réaction qui érode votre valeur de la réponse qui la consolide. Ce n'est pas un don, c'est une discipline dure, forgée dans des répétitions silencieuses de résistance. Plus vous avez d'autocontrôle, moins il y a de place pour l'autotromperie et la faiblesse. Ainsi, peu à peu, votre caractère cesse de dépendre de l'environnement et commence à dicter le rythme de votre vie. Cela ne s'apprend pas en lisant de belles phrases, mais en supportant le poids réel de l'attente et de l'inconfort sans se perdre dans le processus. Rappelez-vous ceci, votre réaction au silence révèle plus que 1000 mots. L'autocontrôle est la seule épreuve que vous ne pouvez pas falsifier. Si vous voulez du respect, commencez par vous maîtriser lorsque personne d'autre ne l'exige. C'est cela la mesure d'un homme réel. Accepter le manque de respect est le premier pas pour se perdre soi-même. Peu de gens l'admettent, mais la dignité ne s'arrache pas d'un coup, elle s'érode par de petites concessions, par des silences gênants, par l'attente absurde qu'un geste de reconnaissance vienne de celui qui ne donne que l'indifférence. Les hommes piégés dans des relations déséquilibrées savent ce que pèse cette attente, l'estime de soi s'affaiblit, les attentes se réduisent et le respect de soi devient une dette en souffrance. Certains croient qu'en insistant, en expliquant, en suppliant ou en montrant plus de loyauté, ils parviendront à faire changer l'autre, alors qu'en réalité, ils s'enchaînent davantage au cycle de dévalorisation. Dans ce jeu, chaque fois que tu te contentes de miettes, tu enseignes aux autres jusqu'où ils peuvent aller avec toi. Rappelons-nous, le respect ne se négocie jamais, il s'exige avec des limites, pas avec des mots. La philosophie stoïque est claire, personne n'a de pouvoir sur ton esprit à moins que tu ne le lui donnes. Si tu tolères le mépris, ou si tu te consacres à poursuivre l'attention de celui qui ne te respecte pas, le coup psychologique est brutal, tu te trahis, tu deviens esclave de la validation des autres et tu renonces au contrôle de ta propre vie. La vérité inconfortable est que plus tu poursuis, moins tu vaux aux yeux de celui qui ne t'apprécie pas, et ce qui est plus grave, au tien. Il ne s'agit pas de gagner l'approbation de quelqu'un, mais de retrouver ton centre et de te rappeler que le silence et le détachement sont des armes de respect de soi. L'absence pèse plus que n'importe quel discours. Aujourd'hui, il est temps d'arrêter de justifier l'injustifiable et de commencer à mener ton chemin. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes toi-même. 1. Arrête de mendier l'attention des autres. La dure vérité est celle-ci, tant que tu cherches l'attention de ceux qui ne te respectent pas, tu te trahis toi-même. Tu n'as pas besoin de détour ni de justification. Chaque fois que tu te traînes pour obtenir une réponse, chaque fois que tu vérifies ton téléphone en espérant un signe minimal d'intérêt, tu deviens ton propre ennemi.
Tu laisses à une autre personne le contrôle sur ta valeur et ton humeur, et le pire c'est que tu le sais, mais tu te mens avec des phrases faciles, c'est juste comme ça qu'elle est. Peut-être qu'elle est occupée, peut-être que je devrais faire plus d'efforts. Fini les auto-illusions. L'attention que tu obtiens de quelqu'un qui ne te valorise pas est une aumône émotionnelle, et tu n'es pas dans ce monde pour vivre de miettes. La dignité ne se négocie pas, et si tu dois la demander, tu l'as déjà perdue. Tu te répètes des excuses, tu te réfugies dans l'espoir que les choses changent si tu insistes suffisamment, mais cette stratégie ne fait que détruire ce qu'il reste de ton estime de soi. Il n'y a rien de noble à tolérer l'indifférence, ni de vertu à mendier une place dans la vie de quelqu'un qui t'ignore. Le jour où tu décideras d'arrêter de poursuivre, ce jour-là tu retrouveras ton pouvoir. Tu cesses d'être un accessoire et tu retrouves ta place en tant que protagoniste de ta propre vie. Si elle ne t'écrit pas, ne te cherche pas, ne t'inclut pas, la réponse se trouve dans l'action, pas dans des arguments ou des supplications. Le respect s'exige avec distance, pas avec des explications. Si tu dois lui expliquer pourquoi tu mérites d'être bien traité, tu t'es déjà mis en dessous. Beaucoup d'hommes restent piégés dans la fantaisie qu'un peu plus d'engagement peut changer le résultat. Si je suis plus attentif, si je cède davantage, peut-être qu'elle remarquera mes efforts. Cette mentalité est un poison lent. Chaque geste qui n'est pas réciproque érode ton estime de soi, jusqu'à ce qu'un jour tu ne reconnaisses plus l'homme qui se regarde dans le miroir. Tu es le résultat de ce que tu tolères, pas de ce que tu rêves. Et si tu tolères le manque de respect, tu finis par croire que c'est la seule chose à laquelle tu peux aspirer. Ne confonds pas patience avec faiblesse, ne te trompe pas en pensant que supporter est un signe de maturité. La véritable force est de savoir s'éloigner lorsque l'environnement devient toxique, lorsque le prix de rester est ta propre paix. Cesser de chercher son attention n'est pas de l'indifférence, c'est une survie psychologique. C'est comprendre que ton énergie n'est pas infinie et qu'elle se gaspille sur ceux qui la méprisent. L'absence est le filtre le plus honnête, ceux qui te valorisent vraiment le montrent en ton absence, pas dans tes supplications. Le silence est plus percutant que 1000 discours. Tu n'as rien à prouver, tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta valeur, tu dois juste te le rappeler et agir en conséquence. Ligne emblématique, le respect commence par ce que tu cesses de tolérer. Si tu es constamment attentif à ses réactions, si tu ajustes ton comportement pour éviter son désintérêt, tu as déjà perdu la bataille intérieure. Tu hypothèques ton bonheur en échange de miettes d'attention. Et tu le sais, parce que chaque fois que tu t'ignores pour qu'un autre te voie, tu t'éloignes un pas de plus de la version forte et digne que tu pourrais être. Tu n'es pas un mendiant émotionnel. Personne ne te rendra le respect que tu offres toi-même. Fini de justifier le déséquilibre. Fini d'investir dans ce qui ne fait que diminuer. Tu dois couper la dette émotionnelle et commencer à investir en toi. La vie ne consiste pas à être choisi, il s'agit de te choisir toi-même en premier. C'est inconfortable, c'est dur, mais c'est nécessaire. Personne ne te respectera plus que tu ne te respectes toi-même. Ligne emblématique, arrête de mendier ce que tu ne devrais jamais demander. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par des actes. Et si quelqu'un ne le comprend pas, apprends à vivre sans son approbation. C'est ça, le respect de soi. C'est ça, la liberté. 2. Fais du respect de soi ta priorité. Tu marches dans la rue et le téléphone vibre, instantanément, tu regardes l'écran, mais ce n'est pas le message que tu attends. Pourtant, tu ressens cette petite impulsion de vérifier, de chercher un indice que ta présence signifie quelque chose pour quelqu'un d'autre. Tu répètes ce geste de nombreuses fois, presque sans y penser, comme si ta valeur dépendait du mouvement d'une notification. Mais derrière cet acte si quotidien se cache un mécanisme beaucoup plus profond. Tu as entraîné ton esprit à associer la validation externe au respect de soi. C'est un cycle silencieux qui épuise, car chaque fois que tu cèdes cette partie de toi, tu renforces l'idée que tu ne mérites de l'attention que lorsque quelqu'un décide de te l'accorder. Analysons ce schéma, l'esprit cherche des raccourcis, et le plus facile est d'ajuster ton comportement pour correspondre aux attentes des autres. C'est un mécanisme de survie mal orienté qui, au lieu de te protéger, te laisse exposé à la manipulation et à l'épuisement émotionnel. Lorsque tu places le respect que tu te dois entre les mains de quelqu'un d'autre,
tu perds le contrôle sur ta stabilité. C'est comme si tu hypothéquais ta paix en échange de miettes d'affection. Et le plus grave, c'est que ce processus ne se remarque pas toujours au début, il commence par de petits détails. Tu tolères un commentaire sarcastique, tu justifies une absence, tu ignores un manque de considération. Chaque concession pèse, jusqu'à ce que ta dignité devienne la somme de tout ce que tu as laissé passer. Faire du respect de soi ta priorité n'est pas une belle phrase, c'est une stratégie de survie psychologique. Cela signifie cesser d'attendre que les autres te donnent la valeur que tu ne te reconnais pas toi-même. Le premier pas est d'identifier dans quelle situation tu as tendance à céder. Observe ton quotidien, quand remets-tu tes besoins à plus tard pour plaire à quelqu'un? À quel moment utilises-tu le silence pour éviter un conflit et finis-tu par avaler l'inconfort? Reconnaître ces points de fracture dans ton caractère est fondamental, car ce n'est qu'alors que tu peux intervenir et changer la dynamique. Le respect de soi ne naît pas de grands discours intérieurs, mais de petites décisions qui, cumulées, construisent une nouvelle norme. Te prioriser n'est pas de l'égoïsme, c'est un ajustement de compte avec toutes les fois où tu t'es relégué au second plan. Il ne s'agit pas de répondre avec indifférence, mais d'établir des limites claires et de les maintenir, même si cela dérange ceux qui étaient habitués à ce que tu sois toujours disponible. Il faut comprendre la différence. Être compréhensif est une chose, devenir un paillasson émotionnel en est une autre. Plus ta limite est floue, plus il sera facile pour les autres de la franchir. Et ici entre en jeu le principe stoïque, ta réaction face au manque de respect définit davantage ta valeur que l'intention de celui qui te la montre. Tu peux choisir de ne pas réagir, tu peux choisir de ne pas participer à des dynamiques qui t'épuisent. Là se trouve la véritable force. Renforcer le respect de soi implique également de changer la manière dont tu interprètes le rejet ou l'indifférence. Ce n'est pas un reflet de ta valeur, mais un filtre qui sépare ceux qui te considèrent réellement de ceux qui t'utilisent simplement comme fond d'écran dans leur vie. Tout le monde ne mérite pas d'accéder à ton énergie, ni à ton temps, ni à ta vulnérabilité. Être sélectif n'est pas de l'arrogance, c'est de l'intelligence émotionnelle. Le respect de soi se construit comme un muscle, tu l'exerces chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, chaque fois que tu maintiens une limite malgré l'inconfort, chaque fois que tu priorises ta paix sur l'approbation des autres. Ligne iconique, celui qui ne respecte pas tes limites ne mérite pas ta présence. La priorité est claire, personne ne te rendra ce que tu ne te donnes pas toi-même. Le respect de soi ne se négocie pas, il se pratique. Chaque choix compte, chaque limite s'additionne, chaque fois que tu dis non à ce qui te diminue, tu regagnes du terrain. Ce n'est que lorsque tu deviens ta propre référence que le monde commence à te traiter différemment. Ligne iconique, ne négocie pas ta dignité, fais du respect de soi ta norme quotidienne. 3. Ne discute pas de ta valeur, démontre-la. Je vais te dire une vérité inconfortable. Il y a des moments où tu t'entends justifier ta valeur à voix haute, comme si tu étais dans un petit tribunal, cherchant l'approbation dans le regard des autres. Tu te surprends à expliquer pourquoi tu mérites le respect, pourquoi tes intentions sont bonnes, pourquoi il n'est pas juste qu'on t'ignore. Tu ressens cet élan presque automatique de te défendre, de donner des raisons, de mettre sur la table tout ce que tu as fait, espérant que la balance penche en ta faveur. Tu le reconnais dans le geste tendu de tes mains, dans la façon dont tes mots sortent rapidement, comme si le silence de l'autre te pressait de combler le vide avec des arguments. Mais dans cet acte, il y a un piège profond. Chaque fois que tu discutes de ta valeur, tu la baisses un peu plus. Pense à la scène. Elle croise les bras, détourne le regard, répond par monosyllabes. Tu insistes, expliques, essaie de raisonner. L'ambiance devient dense, chaque mot que tu prononces pèse plus qu'il ne le devrait. Tu sens la chaleur dans tes pommettes, le goût métallique de la frustration. Tout ton corps révèle l'anxiété de vouloir convaincre quelqu'un qui en réalité a déjà pris sa décision. Là, à cet instant, ta dignité se joue dans des détails minuscules, l'insistance, la justification, la supplication camouflée en arguments logiques. Le respect de soi ne survit pas à cette usure. Discuter de ta valeur, c'est comme essayer de redonner vie à quelque chose qui est déjà cassé. La réalité est que lorsque tu commences à débattre de ton mérite, tu as déjà perdu le fil.
Le respect n'est pas un sujet de débat, il ne s'argumente pas comme une opinion lors d'une table ronde. Il se démontre. Et il se démontre par des actions, par des limites, par le calme de celui qui sait se retirer lorsqu'il perçoit l'indifférence. C'est là que la plupart se trompent, ils croient que le silence est une défaite, que l'absence est une reddition. Mais c'est l'inverse. L'autocontrôle de ne pas entrer dans la discussion est une déclaration plus puissante que n'importe quel discours. Tu n'as pas besoin de convaincre qui que ce soit de ta valeur. Tu as juste besoin de la vivre. Ligne iconique, la valeur ne s'explique pas, elle se respire. Observe ton quotidien, il y a des gestes concrets qui parlent plus fort que n'importe quel mot. Décider de ne pas répondre immédiatement à celui qui t'ignore. Ne pas ajuster tes plans pour accommoder quelqu'un qui ne s'accommode jamais à toi. Ne pas sacrifier ton repos, ta routine, tes principes pour faire plaisir à quelqu'un qui n'apprécie même pas l'effort. Ce sont des détails qui semblent petits, mais qui ajoutent une déclaration silencieuse. Je ne suis pas ici pour supplier. Lorsque tu maintiens cette ligne, lorsque tu choisis de t'éloigner plutôt que de discuter, l'ambiance change. L'autre personne ressent la différence. Tu n'es plus prévisible ni disponible à tout prix. Cela se remarque dans ta posture, dans la fermeté avec laquelle tu parles, dans le calme avec lequel tu acceptes le désintérêt des autres. Ton énergie ne se filtre plus dans des justifications, mais se concentre sur ta propre croissance. Le respect commence par cesser d'expliquer tes limites. Si quelqu'un a besoin que tu lui donnes des raisons de bien te traiter, il ne mérite plus d'accéder à ton espace. Il y a un poids qui se lève lorsque tu décides de ne pas entrer dans le jeu de la persuasion. C'est libérateur de ne pas avoir à convaincre, de ne pas avoir à te défendre. Tu t'épargnes des discussions et surtout, tu t'épargnes des déceptions. Ligne iconique, celui qui discute de sa valeur, la vend à bas prix. Ce n'est pas une question de froideur, mais de clarté. Ta présence doit être un privilège, pas une conséquence de ton insistance. La prochaine fois que tu ressens l'élan de t'expliquer, souviens-toi, tu n'es pas obligé de justifier qui tu es, ni pourquoi tu mérites le respect. Ta valeur est une réalité interne, pas un sujet de négociation externe. Décide de le démontrer par des faits, et tu verras comment ton environnement se réorganise. Peu de choses sont aussi percutantes que l'absence sereine de celui qui sait sa valeur. Ne discute pas de ta valeur. Fais-le évidente. 4. Utilisez le silence comme une limite ferme. Il y a une porte lourde à l'intérieur de vous, une porte que vous n'osez que rarement fermer complètement. De l'autre côté se trouve tout ce que vous ne dites pas, tout ce que vous gardez pour vous chaque fois que vous ressentez l'envie de réagir, d'expliquer, de chercher une réaction de ceux qui ne vous donnent que de l'indifférence. Vous ressentez la pression de garder cette porte ouverte, car associer le silence à la faiblesse est une vieille habitude. Presque une peur enfantine de rester à l'extérieur. Mais la réalité est que cette porte est votre dernière ligne de défense. Chaque fois que vous la fermez et choisissez le silence, ce n'est pas de l'évasion, c'est de la protection. Utiliser le silence comme limite n'est pas un acte passif, c'est une déclaration interne que vous n'êtes plus disposé à dépenser de l'énergie sur ce qui ne compte pas. C'est la façon dont vous reprenez la souveraineté sur vos émotions et sur la narration de votre propre histoire. La plupart des gens confondent le silence avec le vide, comme si ne pas répondre était synonyme de défaite ou de résignation. Mais au fond, le silence est un espace où vous vous écoutez sans le filtre du désir d'approbation. C'est là, lorsque vous résistez à l'envie de vous justifier ou de réclamer, que vous réalisez combien il vous coûtait de ne pas être accepté, combien d'anxiété vous ressentiez à ne pas recevoir de réponse immédiate. Le mécanisme est clair, chaque mot que vous ne dites pas, chaque explication que vous décidez de ne pas donner est un investissement dans l'autocontrôle. Ce n'est pas de la répression, c'est de la discipline émotionnelle. Le silence bien utilisé est un mur qui n'a pas besoin d'ornement, il coupe le circuit de la dépendance et vous rend le pouvoir que vous offriez avec chaque message, chaque réaction, chaque justification. Cela peut faire mal au début. Vous ressentez l'inconfort dans votre corps, une sorte d'abstinence de l'ancienne habitude de chercher de l'attention.
Mais dans ce vide apparent surgit un apprentissage, vous commencez à remarquer combien de votre anxiété n'était que le reflet d'une urgence empruntée, pas un besoin réel. En choisissant le silence, vous vous obligez à affronter vos propres insécurités, à identifier les croyances déformées qui vous faisaient penser que vous méritiez moins que ce que vous donnez. Le silence n'est pas un manque d'intérêt, c'est un intérêt pour vous-même. C'est la pause nécessaire pour que votre estime de soi se reconstruise sans le bruit de la validation des autres. Ligne emblématique, le silence est la frontière où se termine l'auto-sabotage. Dans la pratique, utiliser le silence comme une limite ferme implique de résister à la tentation de clarifier, d'insister, de corriger ceux qui ont déjà prouvé qu'ils ne veulent pas comprendre. C'est un exercice d'humilité et d'auto-évaluation. Vous cessez de chercher des explications externes et vous vous concentrez sur ce que vous pouvez contrôler. Votre réaction, votre attitude, votre espace émotionnel. Personne ne peut manipuler le silence. Personne ne peut utiliser contre vous ce que vous ne donnez pas. Et là est la clé, la personne qui a besoin que vous mendiez de l'attention ne sait jouer que sur le terrain de la réaction. Lorsque vous lui retirez cette scène, elle ne sait pas comment continuer la partie. L'absence de votre réponse est une affirmation silencieuse de votre valeur. Un rappel que tout ne mérite pas une réplique, ni une explication, ni une seconde chance. Reconnaître le pouvoir du silence, c'est accepter que votre énergie est limitée et que chaque fois que vous la gaspillez sur ceux qui ne vous respectent pas, vous vous éloignez de votre centre. Vous ne ferez pas toujours du bruit lorsque vous partirez. Parfois, la plus grande dignité réside dans le fait de fermer la porte sans mots, sans scandale, juste avec la certitude que cette limite est immuable. Ligne emblématique, laissez votre absence dire ce que votre fierté tête. Dans le silence commence la véritable reconstruction du respect de soi. Car là, vous ne dépendez pas de la réaction des autres, seulement de votre cohérence interne. Ainsi, le silence cesse d'être un espace de manque et devient le terrain fertile où vous récupérez votre dignité. 5. Retire ton énergie de ceux qui ne comptent pas. Retire ton énergie de ceux qui ne comptent pas. C'est aussi simple que ça, aussi brutal. Ne te laisse pas tromper par des discours de croissance, ni par des histoires de être le plus patient. Je te le répète sans anesthésie, chaque fois que tu investis ta pensée, ton temps et ton engagement en faveur de ceux qui te montrent constamment leur indifférence, tu ne perds pas seulement, tu te sabotes. Tu es l'architecte de ton épuisement. Il n'y a pas de gloire à continuer à tourner en rond sur ce qui ne peut pas être réparé. Il n'y a pas de valeur à maintenir des liens morts simplement parce que tu as peur d'affronter le vide. La loyauté, mal comprise, devient une chaîne. Et ici, il ne s'agit pas d'être un bon gars ni de supporter pour supporter. Il s'agit de dignité basique. Rester attaché à ceux qui ne savent que soustraire est une forme de suicide émotionnel lent. Personne ne va te sauver de ce piège, c'est à toi de décider quand ça suffit. Arrête de justifier ton addiction au drame avec de jolis mots. Tu n'es pas victime d'un destin injuste, tu es complice de ton propre épuisement chaque fois que tu refuses de couper le flux. Le respect ne se demande pas, il s'établit par des actes, et le premier de ces actes est d'apprendre à retirer ton énergie. Arrête d'offrir ton attention à ceux qui n'ont même pas la décence de l'apprécier. Ne te remplis pas la bouche en parlant d'amour-propre si ensuite tu te traînes émotionnellement devant des portes qui se sont fermées depuis longtemps. Ici, il n'y a pas de demi-mesure, soit tu te choisis, soit tu finis par te perdre. Phrase emblématique, ce qui ne compte pas te soustrait, et ce qui te soustrait, te détruit. Assez de penser que tu mérites reconnaissance juste parce que tu insistes. L'effort sans réciprocité et du mépris de soi sous un autre nom. Chaque message sans réponse, chaque plan annulé, chaque affront que tu tolères ajoute une pierre au poids que tu portes. Ce poids n'est pas un signe de force, c'est le prix à payer pour ne pas mettre de limite. L'auto-illusion est le pire ennemi, tu te dis que tu es fort en supportant, mais en réalité tu acceptes les restes. Veux-tu vraiment que ta vie soit une collection d'excuses et de résignation ? Tes limites se marquent en retirant de l'énergie, pas avec des discours ni des supplications. Si tu dois demander de la dignité, tu l'as déjà perdue en chemin. Ne tente pas de te convaincre que le temps guérit tout alors que tu es toujours coincé dans la même dynamique. Les années que tu offres à ceux qui n'apportent rien, personne ne te les rend.
Les rêves que tu remets à plus tard pour quelqu'un qui ne te considère même pas comme une priorité finissent par pourrir dans la frustration. La vie ne t'attend pas pendant que tu continues à investir dans ce qui ne fait que te soustraire. Ici, il n'y a pas de rédemption pour celui qui refuse de lâcher prise. Phrase emblématique, l'énergie que tu gaspilles sur ceux qui ne comptent pas est une dette que tu te fais à toi-même. Tu dois être plus brutal avec toi-même. Fais un inventaire réel dans quoi et en qui investis-tu le meilleur de toi. Si la balance est toujours contre toi, si tu ne reçois que du mépris et des silences, qu'attends-tu pour couper le flux? Tu n'es pas une source inépuisable. Ta capacité, ton amour, ta présence sont des ressources limitées. Ceux qui ne les apprécient pas ne les méritent pas. C'est aussi simple que ça. Et si ça te fait mal, tant mieux, cette douleur est le signe que tu ignores tes propres limites depuis trop longtemps. Il n'y a pas de croissance là où il y a un épuisement chronique. Il n'y a pas d'avancée là où tout est perte. Arrête de romantiser l'attente, arrête de célébrer la patience aveugle. Le véritable respect de soi se démontre en fermant le robinet sans culpabilité, en retirant l'énergie de ce qui ne te pousse que vers le bas. Ne reste pas là où tu n'es qu'une option de dernier recours, ne te contente pas de miettes émotionnelles. Ta vie n'est pas une salle d'attente, ceux qui ne comptent pas sont de trop. Libère-toi du poids. 6. Maintiens le contrôle émotionnel face au manque de respect. La réalité est la suivante, perdre le contrôle émotionnel face au manque de respect, c'est offrir à autrui le pouvoir sur ta vie. Il n'y a aucune justification valable lorsque tu permets qu'une réaction impulsive, une réponse chargée de colère ou d'anxiété, définisse qui tu es face à celui qui t'a méprisé. Chaque fois que tu exploses, supplies ou t'effondres parce que quelqu'un ne t'a pas donné ce que tu attendais, tu lui remets la dernière pièce de pouvoir qu'il te restait. Le respect de soi ne consiste pas seulement à établir des limites externes, mais à protéger ton monde intérieur contre les tentatives de manipulation ou de mépris. Il ne s'agit pas de ravaler ta colère ni de feindre un froid glacial, mais de comprendre clairement le mécanisme. Celui qui parvient à te provoquer et à te sortir de ton centre a déjà un avantage émotionnel sur toi. Maintenir le contrôle n'est pas de l'indifférence, c'est une stratégie de survie personnelle de base. Analysons cela calmement. Le manque de respect des autres a tendance à activer un circuit interne automatique, l'urgence de te défendre, d'exiger une explication, de chercher justice à travers une réaction émotionnelle apparaît. Mais cette urgence est le résultat d'un piège mental, le cerveau interprète le mépris comme une menace pour ton estime de soi, et ton impulsion est de répondre pour rétablir l'équilibre. Sauf qu'en pratique, cette réaction réussit rarement à obtenir du respect, elle génère généralement plus de mépris, ou pire encore te positionne comme quelqu'un désespéré d'être reconnu. L'autocontrôle, en revanche, interrompt ce cycle. Lorsque tu choisis de ne pas réagir immédiatement, tu te donnes le temps d'observer ce qui se passe réellement. Le manque de respect est-il une exception ou un schéma? Vaut-il la peine d'investir plus d'énergie dans cette relation, ou est-il temps de la retirer? Cette analyse te permet de prendre des décisions avec clarté, non pas dans l'emportement. Le contrôle émotionnel s'entraîne, tout comme le corps. Ce n'est pas un talent spontané, c'est le résultat de répéter, encore et encore, la décision de ne pas céder le gouvernail de ton état intérieur. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre immédiatement à un message blessant, chaque fois que tu te donnes un espace pour respirer avant de répondre à un mépris, tu renforces ton muscle interne de souveraineté. Il ne s'agit pas d'insensibilité, mais d'intelligence émotionnelle. Tu comprends que ta paix est trop précieuse pour la hypothéquer à chaque provocation. Les gens qui jouent à tester tes limites ne comprennent qu'un seul langage, celui de la sérénité imperturbable. Lorsque ta réaction est mesurée, lorsque tu ne t'énerves pas face à l'indifférence ou aux affronts, tu changes l'axe de la dynamique. Tu n'es plus celui qui supplie, ni celui qui explose, ni celui qui se justifie. Tu es celui qui décide quand et comment répondre, si jamais tu réponds. Une seule réaction incontrôlée peut annuler des semaines de soins personnels et de limites bien établies. C'est pourquoi la discipline émotionnelle n'est pas seulement une question d'orgueil, c'est un investissement dans ta santé mentale. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit avec des cris, ni avec des silences chargés de ressentiment. La véritable force réside dans la régulation de ta réponse, dans le choix de ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Maintenir son calme face au manque de respect,
c'est affirmer que ton monde intérieur ne dépend ni de la validation ni du mépris des autres. C'est établir que tes émotions sont sous ta juridiction et que personne n'a le droit de les manipuler comme s'il s'agissait de pions sur un plateau. Phrase emblématique, ne remets pas le contrôle de tes émotions à celui qui ne respecte pas ta valeur. La plupart des hommes confondent le contrôle émotionnel avec la répression ou la soumission. Mais la différence est abyssale. La répression te ronge de l'intérieur. Le contrôle conscient te renforce. Savoir quand parler et quand se taire, quand se retirer et quand maintenir ta place, est une compétence qui ne se cultive qu'avec de la pratique et une honnêteté brutale envers soi-même. Si tu sens que ta poitrine brûle de l'intérieur, ce n'est pas un signe que tu dois exploser, c'est une alarme qui indique que tu as besoin de faire une pause, d'analyser, de décider dans le calme. C'est la posture de l'homme qui se respecte. Phrase emblématique, celui qui maintient le contrôle a toujours le dernier mot. En pratique, cela signifie cesser d'être réactif et commencer à être sélectif. Tout ne mérite pas ta réponse, ni ta colère, ni ton temps. Le contrôle émotionnel est le filtre ultime, il protège ta dignité, préserve ton énergie et te rend le pouvoir que tu n'aurais jamais dû lâcher. Sept, brise la dépendance à la validation externe. Tu traverses un café, commandes un café et en attendant au bar, sors ton téléphone. Il n'y a pas de nouveau message, juste le reflet de ton visage sur l'écran noir. Tu fais semblant de vérifier une autre application, n'importe quelle excuse pour donner l'impression que tu as quelque chose d'important à faire, mais en réalité, tu ressens ce petit vide qui apparaît chaque fois que la validation externe ne se manifeste pas. Autour de toi, les gens discutent, rient, se distraient. Toi, à l'intérieur, tu ressens le tiraillement d'une attente non satisfaite, comme si, d'une certaine manière, ce silence numérique définissait la valeur de ta présence à cet instant. C'est un geste automatique, le regard qui cherche l'approbation, la posture qui se rétracte légèrement, la sensation d'attendre que quelque chose ou quelqu'un te légitime. C'est ainsi que fonctionne la dépendance à la validation externe, une chaîne invisible qui se manifeste dans des gestes aussi petits que vérifier son téléphone ou scruter l'environnement à la recherche de signes de reconnaissance. Cette dépendance ne s'installe pas d'un coup, elle se cultive au fil des années. Tu apprends à lire le geste des autres, à ajuster ta voix si tu sens de l'indifférence, à changer ton histoire pour que l'autre ne perde pas son attention. Chaque fois que tes mots cherchent à plaire plus qu'à exprimer, tu cèdes un peu de terrain. C'est comme si tu mettais une partie de ton identité entre les mains d'autrui, espérant qu'il te renvoie une version améliorée de toi-même. Mais cette attente a toujours un coût, elle commence par des détails minimes et finit par filtrer toutes tes décisions. Tu te surprends à choisir des vêtements, des mots, même des silences, non pas pour toi, mais pour t'adapter au moule de l'acceptation des autres. La validation devient le filtre qui déforme ta perception de ce que tu mérites. Le piège est subtil, car le monde te fait comprendre que d'être valorisé par les autres est synonyme de succès. Tu vois les réseaux sociaux, les j'aime, les messages qui n'arrivent jamais, et tu associes ton bien-être à cette approbation rapide et superficielle. En pratique, cela signifie que chaque silence, chaque indifférence, te blesse bien plus que tu ne l'admets. L'anxiété de ne pas recevoir de réponse devient une dette émotionnelle que tu paies chaque jour. Et plus tu dépends de ce stimulus externe, moins tu fais confiance à ton propre jugement. Ton humeur monte et descend comme un graphique que les autres contrôlent avec chaque geste, chaque mot, chaque absence. Briser cette dépendance implique de l'inconfort. Tu dois supporter la sensation de vide, l'impulsion de te justifier ou de chercher des signes là où il n'y en a pas. C'est un exercice de résistance, laisser le téléphone face cachée, soutenir le regard en silence, te permettre d'être présent sans avoir besoin de témoins. C'est là que commence le véritable respect de soi, lorsque tu choisis de te valider depuis ta cohérence et non depuis la réaction des autres. La discipline est brutale car elle t'oblige à affronter tes insécurités sans l'analgésique des applaudissements externes. Le respect ne se mendie pas, il se maintient d'abord dans la solitude. Chaque fois que tu résistes à chercher l'approbation, tu renforces ton autonomie émotionnelle. Le pouvoir de ta présence ne dépend plus de l'intérêt des autres,
mais de ta capacité à te tenir ferme lorsque personne n'applaudit. Ligne iconique, ta valeur ne dépend pas de la réponse, mais de ta décision de ne pas attendre. La liberté commence lorsque tu cesses de te demander si tu es suffisant et que tu te consacres à te construire, quoi qu'il arrive à l'extérieur. Apprends à supporter le silence, l'absence de reconnaissance, les regards qui ne s'arrêtent pas sur toi. Là, dans cette résistance quotidienne, la dignité s'entraîne. Ligne iconique, la validation externe est un luxe, pas un besoin. Lorsque tu cesses d'en avoir besoin, tu reprends le contrôle de ta vie. Tout le reste est une addiction aux applaudissements. 8. Choisis d'avancer, ne reste pas là où tu n'es pas valorisé. Je vais être brutalement honnête, il y a une partie de toi qui s'accroche à la douleur, comme si en la tenant, tu pouvais donner un sens à ton histoire. Tu te convaincs que rester, même si on t'ignore ou te méprise, est une forme de loyauté. Tu te vends l'idée que si tu tiens assez longtemps, à un moment donné, tu recevras ce que tu mérites. Mais au fond, tu sais que cela ne fait que retarder une décision inconfortable, avancer. Il y a une résistance interne énorme, une sorte d'addiction à l'espoir mêlée à la peur du vide. Tu ne veux pas lâcher prise parce que ton esprit a confondu permanence et valeur, comme si le fait de rester validait ton identité. Cela te pousse à négocier avec ta dignité, te transformant en otage d'une narration où ton bien-être dépend toujours du changement de l'autre, de la reconnaissance de l'autre, de ce que l'autre te choisisse enfin. Le piège réside dans la façon dont tu traites le rejet et l'indifférence. Ton esprit cherche une explication, une conclusion, une justice émotionnelle. Tu te répètes qu'il y a quelque chose de salvateur dans l'histoire, que peut-être c'est de ta faute de ne pas avoir fait plus ou d'avoir fait trop. Cette auto-analyse sans fin est une forme de paralysie, un mécanisme qui t'empêche de prendre la décision la plus difficile, bouger. Car avancer implique d'admettre que tu n'es indispensable pour personne et que ta valeur n'aurait jamais dû être conditionnée par la présence ou l'absence d'un autre. La peur de rester seul ou de perdre quelque chose d'important est en réalité la peur de te confronter à toi-même sans béquille extérieure. Mais dans cette confrontation se trouve la liberté. Rester là où tu n'es pas valorisé, c'est choisir la prison de l'insuffisance, c'est réaffirmer l'idée que tu mérites moins que ce que tu donnes. Personne ne viendra te sortir de cet endroit, le sauvetage est toujours une décision personnelle. Réfléchis bien, chaque jour où tu continues d'attendre une reconnaissance, là où tu ne reçois que de l'indifférence, tu renforces l'habitude mentale de te contenter du minimum. Cela laisse une empreinte qu'il est ensuite difficile d'effacer. Tes standards s'adaptent à la rareté, ton estime de soi commence à l'accepter comme norme. Avancer, en revanche, n'est pas une fuite ni un acte d'égoïsme, c'est un règlement de compte avec tout le temps et l'énergie que tu as investi dans un endroit stérile. C'est reprendre l'autorité sur ta vie. Cela signifie sortir du terrain de l'auto-sabotage et commencer à construire ailleurs, même si au début cela fait mal et que l'incertitude pèse. Il est normal que la peur essaie de te freiner, qu'elle te murmure des excuses, ce n'est pas si grave, peut-être que demain ça changera, tiens encore un peu, mais tout cela ne fait que maintenir une dette émotionnelle qui a des intérêts très élevés. Le véritable avancement commence lorsque tu te permets de ressentir la douleur de laisser derrière toi ce qui ne t'apporte rien, sans anesthésie ni justification. Lorsque tu fais face au vide qui reste après avoir coupé, tu le remplis de ta propre présence, pas avec des promesses d'autrui. Le focus n'est plus de convaincre qui que ce soit, mais de te reconstruire, d'être fidèle à tes principes, de ne plus offrir ton énergie à ceux qui ne la méritent pas. Avancer est une décision, pas une conséquence. C'est un acte de respect de soi, la démonstration la plus claire que tu ne participes plus à des dynamiques qui te détruisent peu à peu. Ligne emblématique, ne t'arrête pas là où tu as déjà cessé de grandir. Maintenant tu comprends qu'avancer n'est pas oublier immédiatement, ni cesser de ressentir, mais c'est choisir de ne pas rester piégé dans le même cycle. C'est un entraînement mental et émotionnel, chaque pas que tu fais, même si ta voix tremble, est une déclaration d'indépendance. N'attends pas que l'autre réalise ta valeur. Prends conscience de ta propre valeur et agis en conséquence. Ligne emblématique, avancer est la limite définitive entre le respect de soi et l'auto-tromperie. Ta vie ne bouge que lorsque tu bouges, pas lorsque quelqu'un d'autre te donne la permission.
Il y a des pertes qui ne se corrigent ni avec des excuses, ni avec le temps qui passe. Quand une femme blesse un homme bon et le voit s'éloigner, ce qui reste vraiment n'est pas un vide passager, mais le poids permanent d'une décision irréversible. Ce n'est ni le drame, ni le cri, ni la porte qui claque qui fait le plus mal, c'est le silence absolu de l'homme intègre qui, fatigué des jeux et des mensonges, choisit de disparaître avec dignité. La véritable punition n'est pas de voir l'autre en colère, mais d'accepter que son absence est définitive et que sa paix ne t'appartient plus. C'est là que commence la véritable peur, quand tu réalises que ce que tu as perdu n'était pas seulement une compagnie, mais un refuge émotionnel, une stabilité et une bonté qui semblent maintenant impossibles à retrouver chez d'autres. Le regret n'arrive pas comme un éclair, mais comme un mécanisme lent et constant qui s'active chaque fois que tu vois que personne d'autre ne te traite de la même manière, que personne d'autre n'a cette patience ou cette loyauté que tu tenais pour acquise. Le coût psychologique de perdre quelqu'un d'authentique est une dette intérieure qui ne se paie ni avec des lamentations ni avec des excuses, mais avec la responsabilité inconfortable de savoir que l'erreur était la tienne. Le stoïcisme enseigne que ce que tu ne contrôles pas, tu dois le lâcher avec fermeté, mais aussi que ce que tu as causé par tes actes est ton fardeau, pas celui de l'autre. Il y a des leçons qui arrivent trop tard, mais laissent des cicatrices impossibles à ignorer. Perdre un homme bon n'est pas une anecdote, c'est un avant et un après qui t'oblige à regarder en face tes fractures et à assumer, enfin, la vérité que tu as évitée. Apprécier avant de perdre ce qui est irremplaçable. Perdre un homme bien n'est pas seulement perdre une compagnie, c'est faire face au vide laissé par l'absence de ce qui ne pourra jamais être remplacé. C'est la vérité que beaucoup préfèrent ignorer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de retour en arrière. Dans la vie réelle, la valeur d'une personne intègre ne se mesure pleinement que lorsqu'elle n'est plus là. Tant que tu l'as à tes côtés, le quotidien, la routine et la confiance faussent la perception, déforment les priorités et font que l'essentiel se confond avec le commun. Mais un homme bien, de ceux qui ne sont pas nombreux et qui te soutiennent plus que tu ne le réalises, quand il s'en va, c'est pour toujours. Et non pas parce qu'il veut punir, mais parce qu'il a compris que sa dignité vaut plus que n'importe quelle promesse ou excuse tardive. La plus grande erreur est de supposer qu'il y aura toujours une autre opportunité, une autre conversation, un autre jour pour corriger ce que tu choisis d'ignorer aujourd'hui. En analysant le processus, la première chose qui se produit est psychologique. Tu sous-estimes l'impact de tes actions et minimises l'usure émotionnelle de celui qui t'aime vraiment. L'esprit se protège avec des excuses, des rationalisations et de petites auto-illusions. Tu crois que l'homme bien sera toujours là, que ton attitude n'est pas si grave, que l'autre doit tolérer parce que c'est comme ça que tu es. Tu t'habitues tellement à sa patience et à son engagement que tu commences à confondre bonté avec faiblesse. Tu ne vois pas le moment exact où la balance commence à pencher, mais cela se produit, chaque indifférence, chaque affront, chaque mot lancé sans soin est comme une dette émotionnelle qui s'accumule, invisible mais réelle. Le danger est de croire que le jour où cette dette sera payée n'arrivera jamais. La deuxième phase est la conséquence interne. Quand l'homme bien prend enfin sa décision, il le fait en silence, sans drame, sans menace vide. Sa tranquillité est le signe le plus brutal qu'il n'y a plus rien à négocier. Ici commence le véritable coup. La femme fait face à une sensation de perte qui ne ressemble à aucune rupture ordinaire. Il y a une différence abyssale entre perdre quelqu'un qui jouait avec toi et perdre celui qui t'a vraiment soutenu. À ce stade, la peur n'est plus la solitude, mais de ne jamais retrouver quelqu'un avec cette stabilité, cette loyauté et cette capacité à t'aimer sans réserve. C'est le genre de vide qui ne se remplit pas avec des distractions, ni avec de nouvelles relations superficielles. Au fur et à mesure que le temps avance, le remords se transforme en une autocritique implacable. Ce n'est pas seulement de la nostalgie, c'est une sorte de fracture dans l'image que tu as de toi-même. Tu sais que tu as échoué, que ce qui est précieux a été négligé par paresse, fierté ou simple cécité émotionnelle. C'est ici que beaucoup essaient de se convaincre que tout arrive pour une raison, qu'il y a des leçons dans la douleur. Mais la réalité est plus crue, certaines pertes n'enseignent pas, elles marquent seulement. Ce que tu n'apprécies pas s'en va pour ne jamais revenir. C'est la phrase qui reste gravée dans la mémoire,
plus forte que n'importe quel conseil de développement personnel. La vie n'offre aucune garantie de retrouvailles, ni de seconde chance avec des personnes comme ça. L'homme bien n'attend pas que tu te rendes compte de ce que tu as perdu. Il avance, reconstruit son chemin et canalise sa douleur en croissance. Et dans cette croissance d'autrui se trouve la véritable condamnation, voir comment il se renforce, trouve la paix, et donne ce qu'il t'a un jour offert à quelqu'un d'autre prêt à le chérir. La peur la plus réelle n'est pas la solitude, mais de ne pas pouvoir te pardonner d'avoir été la cause de cette perte définitive. Apprécier avant de perdre ce qui est irremplaçable n'est pas seulement un conseil, c'est un avertissement. Le coup de ne pas le faire est de porter une leçon qui pèse de plus en plus chaque jour. Certaines personnes sont uniques, et quand tu les laisses partir, le vide qu'elles laissent est la preuve la plus dure de ta propre négligence. 2. Le silence définitif pèse plus que le reproche. Le silence de celui qui ne te doit plus rien est le son le plus lourd qui existe. Quand un homme bon décide de se taire et de s'éloigner, tout ce qui a été dit ou crié perd son sens. Le reproche, aussi dur soit-il, laisse une marge pour la réponse, pour l'espoir de résoudre ce qui est en suspens, pour le réconfort de penser qu'il y a encore quelque chose à sauver. Mais le silence définitif ne cherche ni à blesser ni à punir, c'est le signe qu'il ne reste plus rien à négocier. Ce vide, si assourdissant et absolu, est le véritable verdict. C'est à cet instant, lorsque l'absence n'est plus comblée par des excuses ou des justifications, que l'esprit commence à travailler contre soi. Le silence n'offre pas d'arguments que tu puisses réfuter, ni de scènes que tu puisses réinterpréter pour te sentir moins responsable. Il ne reste plus qu'à faire face à la vérité nue, tu as perdu quelqu'un de précieux parce que tu n'as pas su le voir à temps. Ici se révèlent les mécanismes de défense qui te protégeaient auparavant, rationaliser, minimiser, blâmer l'autre, chercher des défauts pour justifier ses propres échecs. Mais quand tout est terminé et que l'autre choisit le silence réel, toutes ses ressources s'effondrent. L'esprit ne trouve pas de repos car il ne peut pas négocier avec ce qui est déjà définitif. Ainsi, le silence n'est pas seulement l'absence de mots, c'est la présence constante d'une décision irrévocable. La paradoxe est cruelle, tandis que le reproche te maintient sur la défensive, le silence t'oblige à regarder de front tes propres actions. Tu cesses de te battre avec l'autre et tu commences une lutte interne, beaucoup plus épuisante. Dans cette bataille, chaque souvenir prend une nouvelle forme, chaque moment qui semblait insignifiant pèse désormais comme une dette non réglée. Le silence de l'homme bon ne crie pas, mais il laisse clairement entendre qu'il n'y aura pas d'autre chance. Cette certitude est celle qui fait le plus mal, car tu ne peux plus demander pardon, ni espérer une réconciliation, ni prouver que tu as changé. Tout reste figé dans la mémoire et la culpabilité devient un poids que l'on porte chaque jour. L'esprit, pour se protéger, commence à créer des récits alternatifs, que ce n'était pas si grave, qu'il a aussi eu des erreurs, que tout faisait partie du destin. Cependant, une partie plus honnête de toi sait que tout cela n'est qu'une façon d'esquiver la véritable responsabilité. Comprendre que tu n'as pas été victime d'un malentendu, mais l'auteur d'une série de décisions qui ont conduit à la perte, est une fracture dans l'image que tu as de toi-même. Le silence, en n'offrant aucune résistance, t'oblige à te confronter à cette version réelle de ce que tu étais et de ce que tu as perdu. Et c'est une conversation qu'on ne peut pas éviter. La blessure laissée par le silence définitif est plus profonde car elle ne se referme ni avec des explications ni avec le temps. C'est une marque intérieure qui s'active chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau, chaque fois que tu compares et que tu réalises que ce qui a été perdu était authentique, difficile à trouver. La plus grande peur n'est pas qu'il t'oublie, mais que tu ne puisses pas te pardonner. Le silence laisse un apprentissage brutal, il n'y a rien de plus percutant que l'absence de celui qui a décidé de ne pas revenir. Le silence d'un homme bon ne demande pas de revanche, il confirme simplement que ce qui a été perdu était unique et que la responsabilité repose entièrement sur tes épaules. La véritable leçon n'est pas d'éviter la douleur du reproche, mais d'apprendre à vivre avec le poids du silence irréversible. 3. La véritable limite ne s'annonce pas. Il existe des limites qui ne se signalent pas, comme une frontière invisible sur une route déserte, pas de panneau, pas de ligne tracée, juste un changement subtil dans l'atmosphère, comme si l'air devenait plus dense, sans raison apparente. Il en va ainsi de la véritable limite d'un homme bon.
Il n'y a pas d'ultimatum, ni de supplication théâtrale, pas non plus d'avertissement qui te permettrait d'anticiper le dénouement. Un jour, après d'innombrables petits mépris et gestes ignorés, il franchit simplement ce seuil en silence, et il le fait sans regarder en arrière. La scène est simple mais brutale, un petit déjeuner qui se termine sans mots, une porte qui se ferme sans force, le regard serein de celui qui n'attend plus d'explication. Tout semble identique, mais il y a une différence, l'énergie a changé, la disposition s'est éteinte, et la chaleur qui remplissait autrefois la maison n'est plus qu'un souvenir qui semble étranger. À ce moment-là, ce qui pèse le plus n'est pas ce qui est dit, mais ce qui ne se produira plus. Les petits rituels, les gestes qui semblaient autrefois mécaniques, un message pour savoir si tu es bien arrivé, une main sur ton épaule sur le canapé, le café servi à ta manière, disparaissent sans drame. L'homme bon ne s'en va pas avec fracas, il ne laisse pas de place à l'espoir, il se replie simplement avec la même dignité avec laquelle il a tout offert. Dans la routine, le détail le plus insignifiant devient une évidence, sa tasse sur la table vide, le son de pas qui ne reviennent plus, l'absence de dispute parce qu'il n'y a plus rien à sauver. C'est là qu'on comprend que la limite n'a jamais eu de signal d'avertissement, elle n'existait que dans sa patience, et quand celle-ci s'est épuisée, le changement a été absolu. Cette manière de se retirer, si calme et définitive, est ce qui désarme le plus. Car jusqu'à la dernière seconde, la tentation de croire qu'il y aura toujours une nouvelle opportunité reste présente. Mais l'homme bon ne joue pas avec le temps, ni avec les émotions. Quand il décide de partir, c'est qu'il a atteint ce point invisible qu'il ne savait même pas où il se trouvait. Il n'y a pas eu de menace auparavant, juste des signaux que tu as préféré ignorer, la fatigue dans ses yeux, la réponse brève, l'étreinte qui est devenue moins fréquente. La véritable limite ne s'annonce pas, elle se franchit simplement, et il n'y a pas de retour en arrière. Et la brutalité de cet acte réside dans sa simplicité, il n'y a pas de discussion finale, pas de mots grandiloquents, juste la certitude que pour lui, cela a déjà été suffisant. À partir de là, chaque jour est un rappel de ce qui ne sera plus jamais vu. L'esprit essaie de retrouver le moment exact où tout a changé, mais c'est inutile, la limite s'est construite avec des années de micro-décisions, de tolérance accumulée, de petites blessures qui n'ont jamais complètement cicatrisé. Le regret arrive comme une ombre tardive qui couvre tout, non pas pour ce qui a été perdu en soi, mais pour la façon dont cela a été perdu. Parce que la véritable douleur ne réside pas dans l'adieu, mais dans le fait de réaliser que tu ne pourras jamais identifier l'instant qui l'a déterminé. La fin n'a pas de date, seulement des conséquences, cette phrase reste gravée comme un sceau dans la conscience. C'est ici que se révèle la leçon la plus dure, il n'existe pas de garantie, pas d'avertissement préalable, et la véritable limite ne se négocie jamais. La confiance s'use lentement, et quand elle se brise, elle le fait sans bruit. Il est facile de sous-estimer le seuil d'un homme bon, parce que sa patience se confond avec la résignation, mais une fois qu'il a franchi cette frontière, il n'y a pas d'excuse capable de reconstruire ce qui a été perdu. La véritable limite ne s'annonce pas parce qu'au fond, elle n'a jamais été à la vue. Tu ne la vois que lorsque tu l'as déjà laissée derrière toi. Et cette vision est irréversible. 4. Le regret arrive quand il est déjà trop tard. Tu te lèves, tu vérifies ton téléphone de manière automatique, tu ouvres le chat en espérant trouver le message de bonjour qui était habituellement là. Il n'apparaît pas. Tu prépares le petit déjeuner, tu sers les tasses, une dans laquelle il avait l'habitude de prendre son café, une autre pour toi, et tu laisses la sienne là, une seconde de plus, comme s'il allait revenir la chercher. Mais la réalité frappe en silence, il n'y a pas de message, pas de pas, pas de retour. Ce moment si quotidien et simple est celui qui révèle brutalement ce que tu as décidé d'ignorer pendant si longtemps. Ici, il n'y a pas de place pour des excuses ni pour des phrases de consolation bon marché. Le regret n'arrive pas avec des avertissements. Il arrive avec une force qui écrase toute justification que tu as répétée dans ta tête. Non, ce n'était pas le destin, ce n'était pas un malentendu, ce n'était pas une question de malchance. C'était toi, avec tes choix quotidiens, avec tes affronts, avec ton incapacité à regarder en face la valeur de ce que tu avais. L'esprit, si habile à inventer des histoires et à chercher des coupables,
se retrouve maintenant à court de ressources. Personne d'autre ne va porter ta responsabilité. Le véritable regret apparaît quand tu n'as plus personne à qui demander une autre chance. Il est facile de dire que tu as appris quand il y a encore une marge de négociation, mais quand l'homme bon n'est plus là, quand son absence devient une routine irréfutable, il ne reste plus qu'à faire face à cette version brute de toi-même. Et non, il n'est pas juste de dire que tout faisait partie du processus, que tu devais perdre pour apprendre. C'est un autre mensonge que tu te racontes pour ne pas assumer le poids réel de tes décisions. Il y a des erreurs qui se paient avec une facture qui n'admet pas de réduction, et celle-ci en fait partie. C'est là que la réalité s'impose. La comparaison avec d'autres hommes n'est pas un réconfort, mais une condamnation. Aucun n'a la même patience, la même honnêteté, la même disposition à construire avec toi. Tu cherches dans des conversations superficielles ce qui était auparavant simple et profond, et le vide ne fait que grandir. Ce n'est pas de la nostalgie, c'est la reconnaissance forcée que ce que tu as perdu n'était pas remplaçable. Le remords devient un entraînement quotidien, chaque geste qui était autrefois commun est maintenant une absence qui te pèse. Il n'y a pas de rédemption rapide ni de réconfort instantané. Le regret n'est pas poétique, il est inconfortable, corrosif et t'oblige à voir sans filtre la racine de ta perte. Et il ne sert à rien de blâmer la fatigue, le stress, les circonstances. Ces excuses ne te couvrent plus. Celui qui fuit ses erreurs tourne en rond. Phrase courte, mais vraie. C'est ce que tu fais chaque fois que tu choisis le déni plutôt que la responsabilité. La peur que tu ressentais de la solitude était moindre comparée à la peur réelle, celle de ne plus jamais ressentir de sécurité dans l'amour, celle d'être devenue la personne qui a détruit ce dont elle avait le plus besoin. Il n'y a pas d'auto-assistance qui puisse résoudre cela, ni de mantra qui puisse effacer la sensation d'avoir été la cause d'une perte définitive. Il n'y a pas d'entraînement plus difficile que d'apprendre à vivre avec tes propres échecs quand il est déjà trop tard. Le voir grandir, le voir avancer, le voir donner à une autre personne ce que tu as gaspillé, est la preuve la plus brutale que le regret n'est pas seulement un sentiment, c'est une conséquence qui t'accompagne. Il te revient de le reconnaître sans victimisation bon marché, tu n'étais pas victime, tu étais l'auteur. Le temps ne répare pas ce que l'inconscience a brisé. C'est la deuxième phrase que tu devrais graver, car le temps ne fait que confirmer l'ampleur de ce qui a été perdu. Et si tu n'es pas honnête avec toi-même maintenant, je t'assure que la prochaine fois que tu regarderas cette tasse vide, le poids sera encore plus lourd. Le regret arrive quand il est déjà trop tard parce que tu as refusé de le voir quand c'était facile. Maintenant tu le portes sur toi, et personne d'autre ne va le porter pour toi. 5. La responsabilité personnelle n'admet pas d'excuses. La chose la plus inconfortable de tout ce processus, ce qui est vraiment difficile à admettre même dans l'intimité de tes propres pensées, c'est que la responsabilité n'a jamais été partagée et qu'il n'existe aucun argument valable qui puisse l'atténuer. Peu importe combien de fois tu essaies de réécrire l'histoire pour te sentir moins coupable, ni combien de justifications tu accumules pour alléger le poids de tes décisions. À un moment donné, tu dois cesser de regarder vers l'extérieur et accepter que c'est toi qui as choisi chaque geste, chaque mot et chaque affront. L'autocompassion peut déguiser la vérité pendant un temps, mais la conscience ne se laisse pas tromper longtemps. Le fait est cru, la perte d'un homme bon n'était pas un accident, ni une conséquence inévitable de facteurs externes, mais une séquence de petits choix qui se sont accumulés jusqu'à te laisser face à un résultat qui, bien que douloureux, est logique et prévisible si tu analyses avec honnêteté le chemin parcouru. Le mécanisme psychologique le plus fréquent dans ces cas est celui de chercher des atténuations, le stress, les blessures passées, les attentes non satisfaites, même le caractère de l'autre. Mais aucun de ces facteurs n'est suffisant pour t'exempter de la responsabilité réelle. L'assumer n'est pas une autodestruction, c'est reconnaître que la liberté est aussi un poids. Chaque fois que tu as choisi de ne pas écouter, chaque fois que tu as préféré l'orgueil à l'empathie, tu pariais ta relation dans une roulette émotionnelle où la maison gagne toujours. Le problème de laisser les choses au hasard, c'est que tôt ou tard tu perds ce que tu valorisais le plus et le coup est irréversible. La responsabilité ne se négocie pas. Cette phrase, brève et directe, devrait être répétée comme un mantra chaque fois que la tentation de blâmer les circonstances apparaît.
Accepter cette vérité produit un malaise profond car cela démonte le récit confortable de la victime des circonstances. Cela oblige à faire un inventaire minutieux de tes actions, à revoir chaque réponse cinglante, chaque indifférence, chaque fois que tu as ignoré un signe de fatigue chez l'autre. C'est un exercice inconfortable car il révèle non seulement tes erreurs, mais met aussi sur la table ce que tu n'as pas fait par peur, paresse ou tout simplement par refus de sortir de ta zone de confort. Assumer la responsabilité personnelle, c'est se regarder sans filtre, sans chercher des raccourcis émotionnels et comprendre que personne ne va te sauver des conséquences de ce que tu as décidé de ne pas réparer à temps. La conséquence directe de ce manque de responsabilité est que tu te retrouves seul avec le résultat de tes propres décisions. Il n'y a pas de rédemption automatique, il n'y a pas de manuel d'auto-assistance qui te prépare à affronter le vide causé par ta négligence. Le plus dur, c'est que l'esprit, dans sa tentative de te protéger, recourt à des récits alternatifs, tu te convaincs que ce n'était pas si important, qu'il s'est aussi trompé, que tu peux encore réparer ce qui a été perdu. Mais la réalité est implacable. La responsabilité n'admet pas d'excuses, elle n'admet que l'apprentissage ou la stagnation. Tu ne grandis que si tu assumes ta part. C'est une ligne inconfortable, mais chaque jour que tu retardes cette reconnaissance, tu t'enracines davantage dans l'auto-tromperie et tu te condamnes à répéter le même cycle avec d'autres personnes dans d'autres scénarios. En fin de compte, ce qui sépare ceux qui avancent vraiment de ceux qui restent piégés dans le remords, c'est la capacité de tracer une ligne claire entre ce qui a été une conséquence douloureuse et ce qui a été un choix conscient. Il ne s'agit pas de porter une culpabilité permanente, mais de comprendre que l'autocompassion mal gérée est un piège plus sophistiqué que le déni. La responsabilité personnelle n'est pas une théorie, c'est une pratique quotidienne, un entraînement mental qui implique de reconnaître la relation directe entre ce que tu fais et ce que tu reçois. Et bien que le processus de l'assumer soit inconfortable et épuisant, c'est le seul chemin réel vers la maturité émotionnelle. Il est clair, seul celui qui prend en charge sa part peut aspirer à construire quelque chose de précieux dans le futur. Si tous n'offrent pas de stabilité et de bonté, tous les hommes ne offrent pas de stabilité et de bonté, c'est la vérité qui dérange le plus et en même temps celle qu'il est le plus difficile d'accepter quand il est déjà trop tard. L'esprit, par confort ou arrogance, a tendance à normaliser l'extraordinaire, à supposer que la patience, la loyauté et la capacité de te soutenir dans tes pires jours sont des choses que n'importe qui pourrait te donner, comme si la stabilité était un droit garanti et non une exception que tu as eu le privilège de vivre. Mais quand cette présence disparaît, quand l'homme bon s'en va, le filtre tombe et la réalité te frappe, ce que tu as perdu n'est ni interchangeable, ni abondant, ni facile à trouver sur d'autres visages. La véritable stabilité n'est pas la somme de routines partagées, ni l'absence de conflits, c'est la sécurité émotionnelle de savoir qu'il y a quelqu'un qui ne t'abandonne pas quand tu en as le plus besoin, qui choisit de rester même lorsque la fatigue ou la déception auraient pu le pousser loin depuis longtemps. Cela, n'importe qui ne l'offre pas. En fait, la plupart ne l'offrent pas du tout. Dans ce vide, l'esprit commence à chercher des substituts. Tu crois que les nouveaux visages, les nouveaux messages ou les distractions passagères peuvent combler le vide laissé. Mais tu te rends vite compte que ce que d'autres hommes apportent à la table ne ressemble en rien à ce que tu as perdu. L'instabilité émotionnelle, l'égoïsme déguisé en indépendance, l'incapacité de soutenir une conversation profonde ou de tenir une promesse basique, tout cela commence à apparaître comme une liste de manques que tu n'avais pas à supporter auparavant. Ici, un mécanisme de comparaison inévitable s'active, le standard que tu avais autrefois devient une barre difficile à atteindre, et chaque nouvelle déception est un rappel que ce que tu as perdu n'était pas un mythe, mais une réalité que tu as méprisée. La stabilité n'est pas la norme, c'est le privilège de quelques-uns. Cette phrase devrait suffire à changer la perspective, mais l'esprit, têtu, continue à chercher des raccourcis pour ne pas faire face à l'ampleur de la perte. À l'intérieur, le conflit est brutal. Tu veux te convaincre que tu peux reconstruire ta vie facilement, que les hommes bons abondent et que l'univers te doit une autre chance similaire.
Mais l'expérience te confronte à des faits durs, la plupart des gens ne veulent pas porter le poids émotionnel des autres, n'ont pas la patience de te voir dans ta pire version, ne sont pas prêts à écouter tes peurs, ni à rester quand tu deviens difficile à aimer. Cette vérité, bien que gênante, est celle qui aurait dû te faire apprécier ce que tu avais. L'erreur réside dans le fait de croire que la bonté est un trait universel, alors qu'en réalité c'est un capital émotionnel que peu possèdent et qui, une fois perdu, devient une dette impayable. Tous ne donnent pas ce que tu es prêt à perdre. Une phrase courte, mais suffisante pour te confronter avec honnêteté. La peur qui surgit alors n'est pas seulement celle de la solitude, mais de l'instabilité permanente. La sécurité que tu ressentais auparavant était invisible, mais elle devient maintenant le centre de ton anxiété. Ne pas savoir si quelqu'un te soutiendra, si cette fois-ci il y aura vraiment quelqu'un qui choisira de rester quand tout se complique. Tu découvres que la plupart ne restent que tant que le coût est minimal, que les promesses se dissolvent à la première gêne et que l'empathie est une ressource rare. L'entraînement émotionnel que implique de perdre un homme bon et de comprendre sans anesthésie que le monde est rempli de relations fragiles et de personnes qui ne cherchent que leur propre intérêt. La comparaison n'est plus un réconfort, c'est une condamnation qui t'accompagne chaque fois que tu fais face à la superficialité et à l'inconstance de ce que tu trouves à l'extérieur. Admettre cela n'est pas un exercice d'autoflagellation, mais une façon de briser le cycle des autotromperies. La stabilité et la bonté ne sont pas des attributs que tu peux exiger de l'univers simplement parce que tu les as perdus par négligence. Ce sont un investissement que tu aurais dû préserver et maintenant une leçon qui te pèse à chaque tentative infructueuse de te sentir en sécurité avec quelqu'un d'autre. La véritable marque de la perte n'est pas la douleur immédiate, mais l'apprentissage forcé que l'irremplaçable ne se répète pas. Il y a des vérités qui coûtent, mais une se distingue parmi toutes. Tous ne offrent pas de stabilité et de bonté. Et perdre cela, c'est perdre bien plus qu'une relation. Sept, voir l'autre grandir peut faire plus mal, voir l'autre grandir peut faire plus mal que de le perdre. Il y a une scène qui reste gravée, tu le vois sur une photo, avec cette nouvelle sérénité sur le visage, entouré de personnes que tu ne connais pas, souriant avec une tranquillité qui semblait auparavant impossible. Il n'y a aucune trace de ressentiment, aucun signe de l'usure qu'il a vécu avec toi. Il est juste là, avançant, accumulant des réussites, reconstruisant sa vie, et le pire de tout, il semble que cela ne lui coûte pas. Tu es surpris de la facilité avec laquelle il s'adapte, comment cette énergie qui un jour t'a soutenu lui donne maintenant l'élan pour de nouveaux projets, de nouvelles relations, de nouveaux espaces où tu n'as plus de place. Tu observes les gestes, la manière dont il écoute attentivement, la façon patiente dont il se lie aux autres, ce calme qui était autrefois ton refuge et qui est maintenant un cadeau pour une autre personne. Le détail qui pèse le plus est son regard, il ne cherche plus de réponse ni ne demande d'explication, il ne reflète que l'acceptation et un type de paix qui désarme toute tentative de justifier le passé. L'apprentissage est brutal car il se déroule sous tes yeux, sans possibilité de le nier. Toi, pendant ce temps, tu répètes des routines vides, tu ouvres les réseaux sociaux, tu vois ses progrès, tu essaies de trouver des défauts dans ce qu'il montre, mais ce que tu réussis à confirmer, c'est que sa croissance est réelle. Ce n'est pas un acte pour te provoquer, ce n'est pas une revanche. C'est simplement la conséquence logique de quelqu'un qui a décidé de mettre de côté sa douleur et de la transformer en une nouvelle version de lui-même, une qui ne dépend ni de ta validation ni de tes excuses. Et là se trouve la véritable blessure. Ce n'est pas de le voir heureux qui te fait mal, c'est de savoir que son bonheur n'a plus rien à voir avec toi. La croissance de l'autre est la preuve de ton stagnation. C'est une phrase inconfortable, mais vraie. Le contraste entre son avancée et ta sensation de paralysie est une réalité qui fait plus mal que n'importe quelle discussion aurait pu faire. Les petits détails quotidiens se transforment en rappel, tu le vois sortir courir, consacrer du temps à des passe-temps qu'il avait mis de côté pour te prioriser, accumulant des réussites dans son travail, partageant des moments avec des personnes qui apprécient maintenant ce que tu tenais pour acquis. La vie continue pour lui, mais pour toi, chaque avancée est une sorte d'inventaire de ce que tu as laissé partir. Le pire châtiment n'est pas l'absence, mais la confirmation quotidienne que ta place a été remplacée par quelqu'un qui sait voir ce que tu as ignoré.
Il n'y a rien de plus difficile à digérer que l'image de cet homme bon donnant le meilleur de lui-même à une autre personne et recevant en retour une gratitude que tu n'as jamais su exprimer. La vie ne s'arrête pas à cause de ton regret. C'est une autre phrase qui frappe. Son processus de guérison et de progrès n'attend pas que tu termines de comprendre ce qui s'est passé. Il ne s'agit pas seulement de perdre une relation, il s'agit d'assister presque en spectateur au résultat de tes actions. La croissance de celui qui a été blessé par ton indifférence est un miroir qui reflète tout ce que tu n'as pas voulu affronter, le manque d'empathie, les affronts, les promesses brisées. Il est facile de minimiser ta responsabilité tant que l'autre est en stagnation, mais quand il avance, quand il fleurit loin de toi, tu ne peux plus recourir aux vieilles excuses. La douleur n'est pas mélodramatique, elle est froide et objective. Chaque pas qu'il fait en avant souligne le terrain que tu as perdu et le lien qui n'existe plus. Ici, il n'y a pas de place pour la nostalgie romantique. Il y a des faits, il y a du progrès, il y a une nouvelle vie, et tu n'as que le souvenir de ce que tu n'as pas su préserver. Voir l'autre grandir est le rappel le plus cruel qu'il y a des erreurs qui n'admettent pas de retour en arrière. C'est un entraînement forcé à l'humilité, car cela t'oblige à reconnaître que la valeur de ce que tu as perdu était réelle. Le monde ne s'arrête pas à cause de ta douleur, ce qui s'en va évolue sans demander la permission. Le plus dur, c'est que cette croissance est irréversible, et la conscience de l'avoir provoquée est un fardeau qui pèse tous les jours, jusqu'à ce que tu apprennes à l'accepter ou que tu décides de changer sérieusement. Cela, si tu as le courage de le faire. 8. Certaines pertes marquent pour toujours. Il y a des blessures qui ne saignent pas, mais qui font mal chaque jour comme une pression constante sur la poitrine, une sorte de poids que tu ne peux pas lâcher même si tu essaies. Certaines pertes ne cicatrisent pas, non pas parce que le monde est injuste, mais parce que c'est toi qui les as provoquées, et maintenant il n'y a pas de bandage qui puisse cacher la marque. Il est facile de chercher du réconfort dans des phrases toutes faites, dans l'idée que tout passe ou que le temps guérit, mais ce n'est qu'une anesthésie bon marché pour l'ego. Il y a des erreurs qui n'ont pas de rédemption, des décisions qui te laissent un solde impayé impossible à régler. Tu peux essayer de te convaincre que tu apprendras, que tu ne feras plus d'erreurs, mais la vérité est que ce que tu as perdu ne revient pas, et cette certitude te mord de plus en plus fort à chaque fois. Ne fais pas semblant, toutes les pertes ne t'aident pas à grandir, certaines te montrent seulement la limite exacte de ce que tu as été capable de détruire par manque de courage à valoriser à temps. C'est ici que les excuses perdent tout sens. Ça ne sert à rien de répéter que tu étais jeune, que tu ne savais pas, que tu t'es laissé emporter par le moment. Qui essaies-tu de tromper? Cette narration de victime ne fait que retarder l'inévitable. Tu dois te confronter à la version de toi-même qui a permis à un homme bon de se fatiguer de te soutenir. Et non, ce n'est pas un drame romantique ni un film où le pardon arrive à la fin. C'est la vie réelle, et dans la vie réelle, le dommage intentionnel ou par indifférence laisse des fractures qui ne disparaissent pas avec de bonnes intentions ultérieures. Tout ce que tu perds ne se remplace pas. Cette phrase devrait suffire à cesser d'attendre des miracles. Tu as franchi une ligne qui n'admet pas de retour en arrière, et ta plus grande punition est la lucidité, te souvenir avec exactitude de chaque geste, chaque mot que tu as ignoré, chaque opportunité gâchée. Il est brutal d'accepter qu'il y a des marques qui ne s'effacent pas. Peu importe combien tu veux reconstruire, la confiance brisée et la dignité blessée restent là, te rappelant chaque jour que ton négligence a eu des conséquences. Et bien que le monde te vende l'idée que tout le monde mérite une seconde chance, tu sais au fond que toutes les histoires n'admettent pas un autre chapitre. L'homme bon ne revient pas parce qu'il a appris à se protéger, il a appris que sa valeur ne dépend pas de tes excuses tardives. L'erreur la plus courante est de penser que le remords est suffisant. Ce n'est pas le cas. Le remords n'est que l'écho de ta négligence, une alarme qui est arrivée trop tard. Ne te laisse pas tromper par l'espoir que le temps fera le travail que tu n'as pas voulu faire quand il le fallait. Que ça te plaise ou non, il y a des pertes qui sont des sentences. Il ne s'agit pas de te punir éternellement, mais de cesser de chercher des raccourcis pour soulager l'inconfort que tu ressens chaque fois que tu fais face à ton reflet. Maturer, ce n'est pas répéter des mantras de développement personnel, mais accepter que certaines marques sont le prix juste d'avoir joué avec ce qui était réel. N'attends pas que la vie te compense, ni qu'un autre homme bon n'apparaisse juste parce que maintenant tu comprends ce que valait celui que tu as perdu.
La marque d'une perte irréparable t'oblige à faire un inventaire brutal, reconnaître ce que tu n'as pas pris soin, ce que tu as ignoré et ce qui ne sera plus jamais à toi. Certaines pertes n'enseignent pas, elles te rappellent juste ta limite. C'est la leçon qui reste quand tout le reste s'est écroulé. La prochaine fois que tu penses pouvoir remettre à plus tard le respect, l'empathie ou la gratitude, souviens-toi du poids d'une perte qui ne s'efface pas. Toutes les blessures ne sont pas des avertissements, certaines sont des cicatrices qui t'accompagnent toute ta vie. Ne cherche pas de réconfort dans l'illusion qu'il y aura toujours une autre opportunité. La vie, et surtout les personnes précieuses, ne fonctionnent pas ainsi. Perdre un homme bon peut te marquer pour toujours. Et cette marque ne peut être effacée par aucun auto-illusion.